ce moment, on est 2022. Ça fait 1 an et demi presque qu'il est embouteillé. Fait qu'on fait exprès d'attendre mieux les vins avant de dépositionner, ce qui est aussi un beau plus pour la clientèle parce qu'on trouve que les vins sont plus aboutis, sont plus en place. Le nez de ça est malade. C'est magnifique. C'est de la grappe entière, c'est ça, c'est macération carbonique en grappe entière dans l'optique de... C'est un millésime nordique, c'est un millésime qui était froid, donc il y avait des acidités assez soutenues. Donc on a voulu désacidifier par la macération carbonique puis placer le fruit au bon endroit. Puis donc les tanins de rafle aussi donnent, c'est comme le faire. C'est bon. Ça rend de bonne humeur, hein? Ah ouais. Pas qu'on l'était pas avant. Mais... Non mais c'est comme, on dirait qu'il y a 10 $ de plus là. Ah oui, on est rendu. Oh, c'est délicieux. C'est vraiment bon. Il y a un peu plus de salé aussi. Salé acide. Puis... ouais, c'est Écoute, vraiment... je salive à fond en ce moment. C'est fou, hein? Oh wow, le côté salin il est tellement le fun. Oui. C'est très, très bon. Oh, j'adore ça. Hey, merci tellement. Merci à vous. Ça fait du bien, hein? Avant de déjeuner comme ça. C'est la meilleure façon de partir un matin. Le meilleur câlin du monde. Hey, t'as vu? Après ça, on part officiellement. Ouais. Là, on part sur du beau vin. Merci, Steve. Merci à vous. Merci d'être là. Et merci de m'accueillir. Écoute, Marie puis moi, on se posait la question comment on t'introduit. Puis là, check bien ce qu'on a écrit. T'es un être complet au niveau du vin. Moi, je pense que t'es comme un canif suisse du vin. J'adore ça! T'as compris un caniche suisse? Non, mais le pire, c'est que j'y ai pensé avant de le dire parce que nous, on dit toujours un caniche suisse quand on parle de ça. Puis là, je me suis dit, merde, je vais pas dire la bonne affaire. Mais ouais, c'est ça. T'es un beau caniche. Un beau caniche suisse. Mais c'est fou parce que tu sais, on se disait, mon Dieu, comment on t'introduit? Tu sais, t'es vigneron, rep, sommelier, consultant, vendeur de crabes. J'ai plein d'affaires. Mais tu sais, je suis pas vigneron, c'est vraiment Simon. Moi, je suis consultant au vignoble. C'est moi qui j'aide Simon je vais même pas dire que je chapeaute des vinifications, mais plutôt je place certaines idées que Simon exécute, puis on réfléchit les vins ensemble. Mais c'est vraiment Simon qui fait le lien entre l'agriculture, le côté technique des vinifications. Moi, c'est plus bébite de ressenti, là, comme on goûte les fruits. Puis là, après ça, ben, on pourrait macérer ça plus au pressoir, puis on réfléchit les vins ensemble. Fait que j'essaie juste d'amener un twist, parce que je suis un buveur de vin depuis longtemps. Fait que j'essaie de par ma réflexion de buveur sensible, d'amener les vins le plus haut possible. Et Simon, il y a ce désir-là aussi d'aller dans cette direction-là. Fait que ça fait que on espère que ça marche. Ah, mais c'est tellement beau ce que vous faites. Puis, Steve Beauséjour, bienvenue. Merci. Et là, avec la belle lignée de nouvelles, du nouveau, en fait, c'est pas de nouveau millésime, mais une nouvelle sortie de, il y a une surprise ici. Coucou. De la Bauge. Merci vraiment d'être là. Je pense qu'on va avoir des discussions assez riches, surtout qu'il y a beaucoup de bouteilles. Ouais, ça part fort. Ça part bien. Commençons par un peu, tu sais, de où tu arrives dans le monde du vin, parce que tu as touché, c'est ça, on a fait comme un micro-portrait, là, mais tu sais, de où ça devient l'amour du vin, puis comment tu es tombé là-dedans? Moi, ça a été, quand j'avais peut-être 6 ans, mes parents buvaient du vin plus conventionnel, là, des vins qui étaient disponibles en SAQ, puis j'avais le droit de tremper mes lèvres. Puis j'étais un peu fasciné par ce jus de raisin réservé aux grandes personnes. J'essayais toujours de goûter ou de sentir, puis mon grand-père avait appris à faire du vin avec un Italien à base de raisins entiers. Et c'est une année sur 2 bon. Une autre année sur 2, pas mal moins bon. Mais il mettait rien dans son vin. Il disait ça, petit gars, quand tu prends ça, tu vas voir, il y a rien dans mon vin, il y a juste du raisin. Fait que moi, j'achète pas du vin d'ailleurs. Je sais ce que dans mon vin, c'est du bon raisin que j'ai trié, que j'ai macéré en dessous du radiateur dans le garage. Puis tu sais, comme c'était ça. Ouais. Old school. Ouais, à Saint-Adolphe d'Howard. Il faisait pousser ses raisins? Non, il achetait du raisin étranger, puis il faisait... Étranger? D'ailleurs, de Californie ou de, tu sais. Ah ouais. Non, mais je sais comme il faisait venir ses raisins d'Italie. Ouais, c'est ça. Californie quand même. C'est peut-être déjà arrivé, mais quand même la Californie, c'est ça. Puis il achetait ça dans des marchés, puis tout, ouais. Puis en tout cas, bref, j'ai pris ma première cuite à 7 ans parce que il arrêtait pas de remplir mon verre, puis c'est ça. Pour vrai? Ouais. Ah c'est pour ça que tu as une endurance extrême. C'est peut-être ça, mais pourtant je sais pas. Ouais, je me suis entraîné fort, on va dire. Hey, à 7 ans. Je savais même pas c'était quoi du vin à 7 ans. Moi, je buvais du Riesling de mon grand-père.
Ah ouais? À 7 ans. C'est quoi, tu vois, regarde. Ben ouais, mon grand-père faisait son Riesling dans sa cave, mais lui, il achetait pas ses raisins chez des producteurs. C'était comme, tu sais, dans la mode... Le jus de raisin concentré, genre... Ouf. Mon père me dit tout le temps comme c'était horrible, ce Riesling-là, il était bien trop sucré, mais tu sais, en enfant, c'est sûr, c'est comme t'as l'impression de boire du jus de fruits. Mais amour du Riesling vient de là. Ah, c'est trop bien. Voilà. Ah, c'est une bonne idée, ouais. Moi, tu vois, j'ai pas développé l'amour d'usine Fandel pour autant, mais c'était le fun. Mais fait que dans le fond, c'est 7 ans que j'ai commencé première cuite, mais aussi toujours ce mystère de pourquoi j'ai pas le droit, moi, d'en boire, puis que les grandes personnes, ils ont le droit d'en boire. Puis j'ai quand même toujours continué à m'intéresser. Puis moi, la bière, c'était moins mon truc. J'aimais mieux le vin. J'aimais mieux manger, boire du vin. Fait que même adolescent, j'étais plus orienté vin que bière. Et j'ai commencé à lire là-dessus, triper, puis je suis tombé... j'avais comme peut-être début peut-être 20 ans, 21 ans peut-être. Puis j'ai goûté du vin naturel pour la première fois. Je dis OK, c'est ça du vin. Parce que ma mère est phytothérapeute, donc c'est toujours soigné avec des plantes, nous. Des teintures mères, des propolis, des échinacées. Ma mère me dit que j'ai jamais pris d'antibiotiques. J'ai pris un antibiotique quand j'étais jeune parce que j'avais des otites, mais c'est tout. Et tout le reste, on s'est soigné après avec des plantes. Puis les vins naturels comme ça, ils ont un profil de plante, puis il y a une pureté. Puis j'ai développé une fascination, un trouble obsessionnel compulsif de savoir pourquoi. Pourquoi lui ou elle, sur cette parcelle-là, a fait du meilleur vin que lui. Fait que j'ai voulu mettre des mots sur mon ressenti. Je suis allé étudier en sommellerie en 2005. Ça va faire 20 ans cette année. J'ai mon diplôme. Mais là-bas, en étudiant, tu sais, c'était comme plus apprentissage technique, genre ce cépage, ça goûte ça. Apprendre des appellations par cœur, apprendre, tu sais, le côté plus, comment dire, plus technique du vin que moi, c'est pas tant le truc qui m'appelait. Toi, c'est plus le ressenti, c'est pas... Ouais. Ça devait pas être orienté vers les vins naturels quand tu étais allé faire ton cours en sommellerie. En fait, il devait même pas en parler. Non, parce que ça a commencé dans les années 90, là, les premières importations de vins naturels au Québec. Mais c'est... Non. Fait qu'on goûtait des appellations, des millésimes, des cépages. Tu vois? Ça a changé. Hein? Moi, je voulais goûter un terroir fait par un humain. Tu sais, c'est pas pantoute. Après, j'ai appris, j'ai eu mon diplôme et j'ai désappris tout de suite après. Ah oui. Ben oui, parce que, tu sais, c'est des vins aussi, des vins naturels. Quand tu commences à les goûter, ben le vocabulaire de sommellerie n'était pas du tout appliqué à comment les profils des vins étaient faits. Fait qu'il fallait complètement réinventer ou du moins replacer les mots de vocabulaire au bon endroit par rapport à comment on perçoit. Fait qu'avec plein d'amis dans le monde du vin naturel, on s'est mis à, je ne vais pas dire inventer, mais plutôt placer des mots, faire comme « Hey, j'aime ce que tu dis ». Puis là, tranquillement, il y a un petit discours qui a commencé à apparaître là, au début des années 2000. Puis aujourd'hui, ça continue à grandir, mais c'est ça. Puis dis-moi, dis-nous. D'accord. Le vin naturel, tu sais, t'es probablement un des plus grands défenseurs de, mon Dieu Seigneur, ce mot, du vin nature. Parle-nous de pourquoi. Qu'est-ce qui te fait tant triper? Tu sais, oui, il y a ton côté, ta mère, vous êtes vraiment plus dans les éléments, des ingrédients naturels, mais qu'est-ce que pour toi le vin nature veut dire puis représente? Ben, déjà, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, j'ai essayé de me contenir. Non, mais vas-y, mais parce que le truc, c'est qu'au début, OK, quand les mots vin nature sont apparus, c'était dans les années début 90 où les vignerons, pour se distinguer des conventionnels, ont eu le désir d'appeler leur vin du vin nature, c'est-à-dire nature comme un yogourt nature, il n'y a rien dedans. C'est juste du raisin, d'agriculture saine, on met rien. OK? Aujourd'hui, la définition du vin nature a complètement changé. C'est rendu une pastille de goût SAQ pour moi. Fait que je l'emploie plus vraiment. Au contraire, je préfère rajouter des adjectifs qualificatifs pour définir le vin par rapport à son origine, par rapport à son profil, par rapport à
plein de détails que j'ai envie. Donc, je le mets plus dans une case, j'ouvre la case pour expliquer aux gens. Mais moi, j'avoue que comme buveur de vin, ce que je veux boire, c'est un vin qui n'a rien dedans. Parce que pour moi, c'est la pureté. C'est la pureté, comment ça connecte au corps, la façon que le vin percute le microbiote, comment il entre en toi, la façon que le corps l'accueille et la façon que c'est digéré. C'est pas la même chose que du vin conventionnel où tu es souvent un peu plus figé ou pogné. Fait que c'est sûr que l'objectif ultime, c'est de boire du vin avec rien dedans. Fait que oui, j'en ai développé j'ai envie de le défendre, mais plus en disant que c'est du vin nature, mais plutôt en présentant les humains derrière le projet, puis savoir c'est quoi, ça pousse sur quel sol, puis expliquer pourquoi, pas juste dire ben c'est Riesling sur schiste, oui, mais ça fait quoi? C'est pourquoi? C'est ça aussi que on a accès à tellement d'informations avec les médias sociaux, il faut qu'on soit capable de creuser un peu plus puis rendre l'information disponible. Fait que oui, je suis défenseur, mais je suis surtout amoureux et des gens aussi qui le font. Oui. Parce que c'est des gens, ils se dédient à 100% dans tout ce qu'ils font. Surtout être vigneron, c'est un métier énorme parce que c'est un des rares métiers agricoles où tu dois transformer ta matière première, tu dois l'élever, tu dois l'embouteiller, tu dois l'attendre et tu dois le... Il y a comme... C'est un cycle qui est énorme. Ben oui. C'était juste vendre des fruits, un marché, tu vends tes fruits puis la saison est finie. Oui, tu ne la transformes pas nécessairement en tarte. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. C'est beaucoup. C'est beaucoup de respect. Ben oui, absolument. Et nous donc, c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Mais si tu dis pas du vin nature, comment tu présentes? Est-ce que tu as comme un terme que tu utilises? J'appelle ça, moi, je me colle à la définition originelle du mot vin, c'est-à-dire jus de raisin fermenté. Fait que, tu sais, à base, tu présentes ça comme du vin. Du vin, et puis après ça, quelqu'un dit, c'est-tu du vin nature? Je dis, ça veut dire quoi pour toi? Parce qu'on a chacun notre définition. C'est pas la même. C'est aussi pour ça que j'arrête de l'employer, parce que quelqu'un qui a pas aimé une fois un vin nature, il met ça dans la même case, puis ça fait qu'il aime pas ça, il va pas vouloir en acheter. Fait que ceux qui ont trippé, ils vont vouloir l'entendre. Ceux qui ont pas trippé, ils en veulent pas. Fait qu'il faut, je les dénomine comme des bons vins à identité forte, pure, qui donnent envie de boire. D'ailleurs, nos verres sont... C'est simple. Tu sais, finalement, c'est simple. C'est juste le retour à ce que ça doit être, le vin, finalement. Tu sais, les manuscrits de sommellerie, toutes les appellations, tu sais, ça date de 1920, là, ça fait 100 ans, là. Avant ça, c'était plus le canon de l'huile sur ce millésime-là, c'est bon, là. C'était ça. Le mot, il se parlait, puis il se passait, puis c'était ça. T'sais. Aujourd'hui, l'appellation demande de cadrer les vins avec un style précis, avec la recette est plus appliquée. Mais à chaque étape qu'un humain ajoute quelque chose, on perd d'authenticité, on perd de race, on perd. Comme buveur. Ça vient des coquilles vides. Ah, c'est triste, mon Dieu. C'est triste, mais c'est beau comment tu en parles. Puis, tu sais, ça arrive souvent, nous, qu'il y a des gens qui entrent ici, puis ils regardent notre mur de vin, puis ils disent « Ça, là, c'est-tu des vrais vins? » Là, on est comme « Qu'est-ce que vous voulez dire par des vrais vins? » Puis on a, tu sais, un peu, on cherche un petit peu plus, puis pour eux, un vin nature ou un vin qui a pas d'intrants ou qui est comme plus... Nécessairement, ça va pas être... Ça marche pas pour lui, là. Bon, ils retournent puis ils reviennent pas, tu sais. C'est ça. Mais c'est ça, encore une fois, tout le monde a sa définition. Exact. Puis il y en a pour qui c'est un état. C'est pétillant, c'est pas filtré, puis c'est bizarre. Il y en a pour qui c'est ça. Ouais. Puis il y en a d'autres que c'est genre, OK, un vin qui a pas été trafiqué, qui est pur. Fait que c'est pour ça que même avec la SAQ, ils mettent carrément, c'est rendu une pastille, là. Ouais. C'est une fausse pastille. J'avais pas réalisé ça. Puis genre, ils ont le droit à mettre 40 mg de soufre, puis ça, c'est considéré comme nature. Mais moi, excuse, pour moi, nature, c'est qu'il n'y a rien dedans. Dans ma définition, nature, ça le dit, il n'y a que du raisin issu d'agriculture respectueuse, saine. Bon. J'aime tant qu'à ça dire c'est du vin naturel. On doit, parce que je trouve nature, ça ferme la case. Naturel, ça ouvre. Parce que le mot naturel, il fait référence à OK, donc il y a du vivant. Mais ça ne veut pas dire que le vigneron, il va pas vouloir
cadrer le vin avant ou l'encadrer avant de le mettre en bouteille avec un peu d'SO2. Mais pour moi, ça compte comme quand même un ajout. Puis c'est correct qu'il y en ait, puis je suis pas anti-SO2, c'est juste que je trouve qu'il faut plus faire attention à la définition de comment on parle du vin, parce que le vin nature, c'est pas un état, c'est un engagement d'un vigneron que il laisse le temps au vin de se faire, tu sais, autant dans les vignes que en vinification, et le processus est respecté jusqu'à la mise en bouteille où les vins sont attendus et c'est comme un trésor, tu sais, qui reflète vraiment le raisin dans son environnement, dans son lieu, capté par un humain sensible. Tu sais, c'est ça. Comme, c'est autre chose que juste un état dans une bouteille de vin, tu sais. Pour moi. C'est beau. Quand tu es arrivé chez Raisin, est-ce que tu avais cette philosophie-là? Est-ce que eux avaient aussi cette façon de penser-là et tout? Fait que ça a été un super bon fit pour toi? Ça a été des mentors pour moi. Jean-Philippe, c'est encore, je lui dis souvent que c'est un de mes mentors. Mais aussi, j'ai d'autres mentors. Avant de travailler chez Raisin, c'était Xavier Burini puis Michel Charette des Trois Petits Bouchons. Oui. Mais ça, Xavier, on l'aime. Ben oui, je l'adore aussi. Il va être sur le podcast trop aussi. bien. C'est un de mes mentors. Ben, les deux, c'est mes mentors. Je travaillais au Trois Petits Bouchons en 2006, puis dans ce temps-là, c'était le premier bistrot, cave à manger nature. Dans ce temps-là, on peut le dire, je sais, mais, cave à manger nature à Montréal. Puis ben, j'étais vacciné direct là. Après ça a monté vite parce qu'on avait accès à plein de. Tu devais être content, tu sais, suite à comme ton cours de sommellerie où c'était pas du tout ta tasse de thé-ish, entre parenthèses, là. J'ai trippé, par exemple, mais... t'as aimé ça, ouais. Ah oui, non, j'ai trippé, mais mon prof m'avait dit, c'est parce que tu sautes des étapes, tu devrais... Ça, c'est comme plus tard dans la carrière que tu vas chercher ce que tu veux, mais là, aujourd'hui, il faut apprendre la technique. Je suis comme, fuck. Pas pareil, j'ai trippé, même. Ah, mais la technique est belle aussi, mais tu sais, après, quand tu l'appliques de la façon que tu veux, c'est un peu ça, tu sais, tu vas chercher tes bases, tu comprends un petit peu qu'est-ce qui fait que tu vas, tu sais, comment goûter, comment reconnaître certains profils, mais après, tu l'appliques comme tu veux, tu sais. Moi, je me souviens, à l'ITHQ, Pascal Patron, à un moment donné, il avait dit, là, je suis en train de faire de vous des technologues, mais il dit, oubliez jamais que au final, pourquoi vous êtes en train d'étudier ça, c'est parce que vous aimez le vin. Fait qu'oubliez pas, à un moment donné, d'apprécier ce que vous avez dans le verre et de pas juste l'analyser. Ouais. Puis moi, je trouve ça beau, puis c'est l'approche qu'on a. Tu sais, nous, quand on présente des vins ici, on va pas parler trop des techniques, à moins que la technique amène vraiment quelque chose qui nous fait capoter dans le résultat du produit. Mais autrement, on est plus dans l'émotion, on est plus dans l'humain, justement, derrière le vin. On est vraiment... C'est pour ça qu'on connaît bien aussi ensemble, parce qu'on a une vision un peu similaire aussi de ce produit-là. Mais tu sais, c'est le fun, la sommellerie puis la technique, mais comme quand on peut le vivre puis juste l'apprécier, c'est encore mieux. Puis, c'est ça, souvent, c'est pas besoin de dire plus. Tu sais, juste que, goûte ça. Bon, hein? Bon, c'est ça, je t'avais dit, tac, puis après ça, tu parles du projet, puis tu sais, la technique. À moins quelqu'un qui je sais pas trop, qui a vraiment envie de décoder chaque millimètre, là. C'est correct qu'il y en a du monde même. Ah oui. Bon, tant mieux pour eux. Moi, mon truc, tu vois, j'ai plus envie de filer. Ouais. Parlant de filer, qu'est-ce qu'on file, là? Ça, c'est... C'est 3 Frontenac. Donc, dans le fond, c'est toujours un peu drôle parce que, bon, cette cuvée-là, ça représente nos 3 alpagas qui existent au vignoble aussi. Gris, blanc, noir. Vous en avez 3? Il y en a plusieurs, mais comme il y a les 3 couleurs qui existent au vignoble. Ouais. Ah! C'est pour ça qu'ils sont représentés sur notre... Ils sont beaux! Dans le fond, Université du Minnesota, création du Frontenac noir dans les années, je pense, début 80, je me souviens bien. Puis après ça, restabilisé en pépiniériste et planté dans le vignoble québécois. Le noir a poussé gris, donc par mutation naturelle. Et le gris est replanté après. Et le gris, au vignoble de la Bauge, a eu un bois qui a poussé blanc. Avec l'histoire du Frontenac blanc, il est né carrément dans les vignes à la Bauge. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est Simon qui m'a dit ça. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout part du même ADN, mais les 3 cépages ont complètement
une vibe différente et extrêmement complémentaire, on trouve. Fait que l'idée, c'est de les faire connaître tout de suite dans le processus en phase solide, c'est-à-dire on vendange la même journée les 3 couleurs, puis on fait un étagé millefeuille de grappe entière des 3 couleurs, gris, blanc, noir, jusqu'à temps que la cuve soit saturée de raisin. Après, on met ça sous gaz 2 semaines, on envoie au pressoir, puis ça fait fermenter en cuve. Fait que le blanc, il amène des textures. Souvent, au Québec, les rouges sont plus incisifs, puis les blancs sont plus larges. D'ailleurs, c'est pour ça que je commence tout le temps par les rouges, puis je m'en vais après vers vers le blanc, parce que c'est comme ça. C'est l'ordre logique pour bien comprendre les vins. Tout le monde trouve ça bizarre, mais comme on pourrait faire l'exercice inverse, puis vous verriez que genre ça n'a pas rapport de finir par les rouges. C'est comme... Pourquoi justement? Les rouges, ils ont toujours un profil un petit peu plus nerveux. En général, au Québec, là, que ce soit, peu importe, en général, les rouges sont un petit peu plus tendus, un petit peu plus foncés, acides. Puis il y a souvent un petit peu moins de texture. Donc, si on commence avec des blancs un peu plus enrobés, puis on fait le switch sur des rouges un peu plus nerveux, on passe à côté du message du vin, je trouve. Ah, c'est beau, hein? C'est le fun de faire ça à l'inverse. C'est pas quelque chose qu'on... Comme dans les grandes maisons en Bourgogne. Oui! C'est vrai? Mais honnêtement, c'est zéro inspiré de ça. C'est vraiment parce qu'on goûte les vins, puis c'est que tu veux que le vin soit mis en valeur par rapport à son profil. Fait que c'est ça. Ouais. Puis pourquoi tout le monde pense le contraire? Parce que dans les livres, ça dit, ça prend des bulles, blanc frais, blanc riche, rosé, rouge pâle, rouge léger, rouge corsé, vin de dessert, tu sais, whatever. Mais, c'est pas vrai. Ça s'applique pas à toutes. Tu sais, c'est ça aussi que tu goûtes les vins, puis c'est sûr que moi, je les goûte souvent, je les goûte quasiment tous les jours, les vins, presque. Fait que, je sais que si je passe de 1 à 1, c'est moins le fun. C'est pas que c'est pas le fun, c'est que c'est moins intéressant, puis on passe à côté du message du vin. Encore là, tu sais, c'est la technique versus l'expérience, tu sais. Puis c'est là que c'est important de comme lâcher des fois des bases, puis juste y aller comme on le sent, tu sais. D'ailleurs, là, on va goûter, mais aussi... tu as goûté? C'est vraiment bon. C'est 2023, ce millésime mûr aussi, puis c'est fun. C'est super. Les textures sont belles. C'est tellement vibrant, les vins de la Beauce, je trouve. C'est... Mon Dieu. Puis parle-nous justement, tu sais, comment t'es arrivé dans la Beauce, comment t'as rencontré Simon. Puis, tu sais, en fait, petit aparté, là, mais en 2018, j'ai fait mon bachelorette party avec ma gang de filles. Puis on est allé faire un tour des vignobles dans ce coin-là. Puis on est allé à la Beauce, fait qu'on a rencontré Simon. Puis il nous a amenés dans sa petite vanne, là, son petit camion. Puis on a fait le tour, puis on a vu les sangliers, on a vu ces animaux. Puis on a capoté sur Simon. On est tombé tout en amour sous son charme parce que, mon Dieu, c'est un passionné. C'est tellement cool ce qu'il fait. Puis après, on a goûté à ses vins. Puis je m'excuse, Simon, mais j'ai vraiment pas aimé ça. Puis, mais après, j'ai acheté une bouteille parce que je trouvais tellement que le projet de Simon de vouloir convertir en bio, puis d'avoir les animaux qui prennent la place des tracteurs, puis tout ça, puis c'était tellement beau sa vision, mais le vin reflétait pas du tout ce que lui voulait. Fait que je suis tellement contente de boire ces vins-là, puis j'ai une fierté doublement importante parce que je me souviens de ce que c'était avant, puis où c'est rendu, c'est un monde de différence et c'est si beau. Oui, merci, Ouais, vraiment. La première fois que j'ai rencontré Simon, c'était en 99. J'avais 17 ans, presque 18, 17. J'avais pas encore l'âge légal de boire, mais j'y allais pareil parce que j'avais de la barbe, j'avais l'air d'être plus vieux. Puis, fait que il faisait des circuits animaliers en carréole, puis j'achetais ses vendanges tardives. Je tripais sur ses vendanges tardives, vraiment. Ah ouais. Fait que j'en achetais toujours un peu. C'est la première fois que j'ai rencontré Simon. Après, j'ai beaucoup travaillé avec les Pervenches, avec Mike puis Véro, pendant de 2005 à 2012. 13. J'avais donné des coups de main. Quand ils partaient au Mexique l'hiver, c'est moi qui faisais le suivi des vins, le houillage des fûts, s'assurer qu'il n'y a pas de problème. S'il fallait mettre un peu d'SO2 dans le temps, mais on mettait, bon. Et puis, Simon, la Beauce puis les Pervenches, c'est littéralement même pas 10 minutes en auto. Fait que souvent, Simon était rendu chez Mike, puis on jouait au volleyball, au beach volley, sur le terrain. Fait que, puis on... humain charmant, comme, d'une gentillesse comme ça se peut pas, là. Puis, à un moment donné, je sais pas, on se voyait souvent, puis on passait des bons moments, puis j'étais comme, pourquoi on goûte jamais tes vins?
Mais tu es intéressé, tu poses des questions, tu veux savoir comment Mike il fait ses trucs, mais comme on le goûte pas, il dit ben passe me voir au vignoble. Ben oui, parfait. Fait que je suis parti. Je pense que la semaine d'après, je l'appelle, je disais, je peux-tu passer? Ouais, parfait. Fait que j'étais avec des vignerons français aussi, un importateur. En tout cas, on est parti, puis on est allé voir. J'ai stationné mon auto, j'ai ouvert la porte, tu sais, j'avais pas d'attente, rien, j'étais juste comme, on va aller voir Simon, tu sais, c'est comme le but. Puis, j'ai regardé la parcelle, puis la bouche m'a tombé, genre, j'en revenais pas. La lumière du lieu, l'énergie du lieu, j'ai halluciné. J'en revenais pas, j'étais comme, j'ai eu il y a comme eu une attraction. C'est comme drôle, c'est dur à comprendre, mais je l'ai vraiment vécu. Puis là, bon, on a goûté les vins après. Il dit, j'aime mieux... souvent, si on goûte brut de cuve, puis on goûte les vins embouteillés, normalement, dans une déguste, puis il dit, j'aime mieux faire goûter mes vins finis en premier. Je dis, OK, pas de problème. Il dit, parce que je trouve que les vins sont pas finis, j'aime ça de faire... Je dis, oui, mais... Fait que finalement, Simon, ça a toujours été un excellent vinificateur d'hybrides. Il est reconnu historiquement pour faire des excellents hybrides. C'est quelqu'un qui est capable de capter la finesse dans les hybrides. C'est pas tout le monde qui est capable. Et mais il a toujours voulu plaire à toutes sortes de clients et il était pas capable de... C'est ce qu'il me dit, là. Selon lui, il était pas capable de défendre des vins qui ont un peu de gaz, qui sont pas filtrés, exemple, ou qui il était comme je sais pas comment les gens aiment, je sais pas comment tu penses qu'ils aimeraient ça ce genre de vin là, les gens, ben oui. Puis ça a commencé vraiment comme ça, puis là je me regarde, moi je peux t'accompagner, ça fait longtemps que je suis dans le métier, puis t'es tellement une bonne personne, je peux pas concevoir que t'es pas chez mes clients. Comme juste humainement, je peux pas concevoir. Fait que il était comme... en tout cas, on s'est laissé sur une note où, oui, j'étais un peu perplexe sur les vins, mais j'ai connecté le lieu et j'ai vu le potentiel. Et 3 semaines après, j'ai renvoyé un message puis j'ai dit, ça te tente-tu qu'on joue au vin ensemble? J'ai des idées. On joue au vin? Ouais. Parce qu'au début, c'était pas sérieux. En fait, c'est pas vrai. On s'est jamais pris au sérieux dans l'histoire. On a toujours créé naïvement mais aussi, on a trippé ensemble, tu sais. Et qu'au début, ça a été genre une barrique de Frontenac gris en presse directe, une barrique 100% québécoise qui était faite par un artisan tonnelier. Le vin, la barrique à Suintec, le vin était un peu oxydatif, je dis ça genre, en bouteille comme tac, tu sais. Les vins avaient eu un levurage avec un léger SO2 au pressoir, mais rien d'autre. Puis, tu sais, embouteillé tel quel. Fait que là, ça a commencé comme ça. Tu vas se dire que t'étais fou. Ouais. Ouais. Ça. Ouais, puis là, c'est drôle, c'est une histoire que j'aime toujours raconter, mais la barrique, quand on s'est repris rendez-vous après pour officialiser nos trucs puis mettre en bouteille. Je dis, gars, je vais venir embouteiller avec toi. Fait que, il avait sorti sa pompe, son filtre à plaque avec l'eau, avec les produits pour rincer. J'étais comme, non, je dis, excuse. Je m'excuse, ben, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. J'aimerais bien te parler, t'accompagner. Puis il dit, de quoi? Ben, je dis, je pensais qu'on pourrait lever la barrique sur un lift puis mettre un tuyau dedans, remettre un peu de lit en suspension puis embouteiller par gravité pour respecter le vin. Il était comme, là, il tripait pas. J'étais comme, regarde, je me rappelle, j'ai serré la main, j'ai dit, je te promets, s'il y a un problème, je te fais un chèque, je le paye de ma poche. Je suis convaincu à ce point-là. En fait, je prends le risque en même temps que toi. C'était game. Sur une barrique. Ça veut dire pour les 300 bouteilles, un peu moins, 280 bouteilles. Ça prenait du guts quand même. Vraiment. Puis il fallait qu'il y ait confiance quand même aussi, parce que de travailler aussi conventionnel. Ben oui, mais de travailler aussi de façon conventionnelle, puis de te dire comme, tu sais, de te faire confiance, puis d'y aller all-in. Hey, c'était quand même... Ça a commencé sur une barrique. Mais le truc, c'est après ça, je me rappelle, j'ai fini avec Simon l'embouteillage. J'ai dit, peux-tu prendre 4 échantillons? Il a dit oui. Ben, une semaine après, j'avais tout vendu. Tu sais, j'avais tout vendu. Et j'étais comme, Simon, j'ai tout... Ah shit, on n'a pas d'étiquette. Tu sais, vraiment, c'était...
Ouais, c'était ça. Fuck, on a créé une étiquette sur le fly, puis c'est parce qu'il fallait qu'il y ait une Tu as étiquette. vendu ça au resto? Ouais, au 20-20-20, c'est les premiers clients qui nous ont... ouais, Pascal Le Boucher, c'est les minettes, tu sais, c'est tout... Ça a tout commencé comme... Tu sais, puis... Tu as fait goûter, puis tout le monde c'est trop embarquait. bien, ça manquait des projets comme ça, c'est trop cool. Puis là, hey, les gens se sont engagés, c'est comme, c'est fou. Je pense que 20-20, je pense qu'ils ont pris genre 120 bouteilles sur les... Tu sais, j'en revenais pas, tu sais, ils étaient comme faux. Puis ça, c'était en quelle année? 99. 99. OK. Ça va faire, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Simon doit pas regretter du tout. Ça a pris J'espère tout pas. Moi, je suis un content, en tout virage cas. Ouais, depuis, oui. Là, c'est depuis ça, ce depuis ce temps-là. temps-là. Fait qu'après cette première cuvée-là, Je suis retourné, j'avais spoté une autre barrique. J'ai embouteillé une tu autre. avais fait du repérage un peu. Puis après ça, j'avais une cuve de rouge que j'aimais bien aussi, je suis embouteillé. On a fait 2500 bouteilles pour le fun la première année, que j'ai vendu avec plaisir. Puis lui, est-ce qu'il tripait à boire ce vin-là plus Au début, que il ses était- vins conventionnels? Au début, il a cherché, il comprenait pas tout à fait. Puis il dit, je comprends pas. Je veux comprendre, mais je comprends pas. C'est parfait. Mais tu sais, déjà, c'est le désir. Puis tu sais, Simon, il y a une humilité puis un accueil. Un accueil, ça n'a pas d'allure. Tu sais, de pouvoir accueillir une bébite comme moi dans son endroit, ça prend une humilité qui est énorme. Comme vraiment, là. Oui. Puis, tu sais, genre, moi, avec ma vision, puis, tu sais, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, et je le trouve bon. Fait que, tu sais, au début, il croyait pas, mais un jour, pendant la pandémie, il m'a dit, il était avec Véro, sa blonde, puis il dit, j'avais le goût de boire une cuvée que je faisais avant, tu sais, je pense que c'était douceur ou fraîcheur, je me rappelle plus. En tout cas, puis qu'il dit, je l'ai ouvert, je voulais me faire une bonne bouffe avec ma blonde, l'ai ouvert, j'étais excité de revisiter, puis j'ai mis mon nez dedans, ça sentait un produit chimique, j'étais allé chercher une bouteille qu'on fait ensemble, puis je veux plus revenir en arrière, je suis comme, malade, tu sais, je pense que... Oh, wow. OK, il avait fait le Il a saut, fait, là, il mais est passé de l'autre c'est moi, c'est jamais moi qui ai dit, commande, là, j'ai dit, t'as ton rythme, puis il faut que tu le vives. Puis moi, je suis là pour te faire sentir en confiance qu'on est capable de les vendre, ces vins-là, puis qu'ils ont une identité québécoise, puis que je suis capable de les défendre. Je suis capable de défendre cette identité-là et ta transition. Je suis capable. C'est ma force, je suis capable de faire ça. Fait que ça l'a sécurisé, puis il a dit, OK, on y va, j'ai confiance, on le fait. C'est ça. Maintenant, tous ces vins sont faits de façon plus naturelle. Ouais, là. Il n'y a tout. plus de comme ces anciennes cuvées plus... OK. Même des cuvées qui sont... on a encore un petit peu d'évolution. Ouais. Évolution, c'est superbe. Hey, d'ailleurs, on les a laissés un petit peu sur les tablettes, puis on l'a rouvert récemment. Ça déchire, regarde. Ah, c'est ça, t'en J'en as ai mis apporté. une. Mais sérieusement, C'est bon, là. là, ça n'a pas de sens. On dirait des... en tout cas, ouais, c'est- Tu parlais de l'identité. C'est quoi l'identité pour toi de la Bauge maintenant? Ben c'est ça. Moi, l'identité, c'est drôle parce que je vais même parler d'identité québécoise. Est-ce que tu vas nous parler du terroir? Ah, peut en parler. le mot est là. Mot-clé, on adore le terroir. Ah, mais ça va prendre une bouteille, là. Quand t'es venu, tu sais, quand je faisais mon cours de sommellerie avec Hugo, Ouais. t'étais venu dans notre cours, puis là, tu t'étais mis à parler du terroir, puis j'étais comme, wow, que ce gars-là est vraiment intelligent, là. C'est drôle. Non, J'ai mais- ressenti, tu sais. c'est- Mais c'est super intéressant parce que t'es venu, ça faisait pas longtemps, là. Ça faisait quoi? 1 mois, je pense qu'on avait ouvert. On a fêté avec toi dans le lounge le 1 mois d'ouverture. Ouais. On a trinqué tes bouteilles, puis tu nous as parlé du terroir, puis tu sais, à ce moment-là, on est vraiment tombé sous ton charme. là, tu sais, depuis ce temps-là, c'est pour ça qu'on a fait un événement avec toi aussi qu'on faudrait refaire, d'ailleurs. Mais, OK, revenons. Identité. Oui. Avant, puis... Alors, première vinification au Québec, si je dis pas de bêtises, c'est 82 ou 83, 84, parce que les premiers permis émis par la RACJ, c'est 82. Première plantation en 80, donc 4 ans, 84. Ouais, ça fait du sens, pardon. 84. Ça veut dire que on a eu, à date, 40 chances de faire du vin dans notre histoire au Québec. Précisément Concrètement. 41. Ouais, ben ça va faire 41, mais on l'a pas vinifié Parce encore. que c'est 25. mon année de naissance. Hein? Ouais. Non, c'est pas beaucoup, hein? Alors, on est en création identitaire. Le truc, c'est que
Ça sent bon, ça, mon Dieu, mais c'est quoi? Excuse-moi, là, parce que ça, c'est notre c'est une nouveauté qu'on va lancer dans peut-être 1 mois ou 2. C'est du 2019. Non! C'est pour ça la couleur? Ouais, c'est évolué, ouais. Et c'est, dans le fond, c'est du Frontenac Noir 2019 qui a fait un passage dans des œufs en ciment. Ah, il y a des épices là-dedans, c'est super beau. J'adore. C'est magnifique. c'est fun, c'est des vins évolués, mais qui ont encore un tonus tellement frais. C'est bon. Ça glisse. Bon, hein? Wow! Je boirais une bouteille de ça. Ouais. Seule, aussi. tranquille. Comment elle va là. s'appeler? On est en tergiversation sur le nom. Fait que, ouais. Et je pense que ça va s'appeler complémentaire. Mais avec la terre, parce que c'est un Ah, ben oui. l'œuf en ciment, comme pour les agrégats, en fait, du ciment, terre, élémentaire. Fait que, ouais. Puis on va avoir aussi un élément terre, air, AIR. Oh! Ça va être ça. Je pense que ça va être ça. J'adore ça. Ouais. Fait que, pour identifier, tu allais dire quelque chose que j'allais t'écouter. Non, c'est juste parce que là, j'allais tergiverser, moi aussi, vers le ROI, parce que là, mais commençons l'identité, puis après, on va aller vers le ROI. Tu sais, l'identité au Québec, si on fait juste regarder au niveau de la météo du printemps jusqu'à l'automne, c'est que c'est un cycle végétatif intense et court. Du moment où le premier bourgeon qui éclot jusqu'à l'apparition d'une feuille, ça va vite, c'est fort. Quand la sève monte, bam, quand ça attaque au printemps, c'est un cycle qui est extrême et qui est extrêmement énergique. Puis c'est un terme qui connecte dans nos vins. On parlait, c'est comme des vins lumineux, brillants, à profil chlorophyllé. Le Québec, l'été, c'est vert. La sécheresse, oui, il y en a des fois, mais c'est surtout l'inverse, c'est très vert. Le Québec, c'est vert. C'est beau, c'est vert. Et ce végétal-là, cette dimension chlorophylle-là, on l'a dans nos vins. C'est d'ailleurs ce qui domine nos équilibres, je trouve. Moins effet terre profonde comme des vins européens. C'est pas qu'il y a pas de profondeur. C'est que la dominante, c'est le côté énergique, le côté chlorophylle, le côté aérien. C'est ce qui domine nos vins. À la Beauce, mais aussi, je pense, au Québec en général. C'est faire des vins à 14,5 d'alcool avec des tanins robustes. Moi, j'en ai jamais vraiment goûté au Québec. Personnellement, je sais pas goûté. Ben, tout est traficable, mais ça reflèterait pas l'identité. Ah, ben c'est ça. Faudrait vraiment faire de la manipulation pour arriver là. Mais si on respecte le climat qu'on a ici, puis ça marche pas. Le climat aussi, quand tu te promènes en forêt, ben c'est les petits fruits acides. On est producteurs de rhubarbe. Les petits fruits acides, il y en a partout. Ben oui, mais c'est ce qu'on pousse. Mais ça fait partie de l'identité. Oui, ça fait partie de l'identité. Donc, techniquement, ces vins-là, s'ils goûtent pas ce qu'on retrouve dans l'environnement, dans notre, même en forêt, sur les plantes qu'on trouve, on s'éloigne de cette identité-là. Et c'est des vins aussi qui sont construits sur les vrais menus. Sont construits pour aller naturellement, qui sont construits pour aller avec nos menus traditionnels riches, le bœuf bourguignon, le ragoût de boulette, les plats en sauce riches. C'est parfait pour ça. Et les plats de patates avec ben du beurre, de la crème, des trucs. C'est des vins que tu te poses pas de questions. C'est des plats pesants, c'est des vins frais, fait que ça nettoie, ça fait saliver, ça fait du bien. C'est ça. Je trouve ça dommage parce que, je trouve ça super beau ce que tu dis, mais je trouve dommage que les gens, on dirait il y a beaucoup de monde encore qui dénigre les vins québécois, mais quand tu en parles comme ça, c'est vrai, c'est une célébration de notre terroir, c'est une célébration de notre identité québécoise, de nos racines. Oui. Puis, faudrait tellement plus le mettre de l'avant. Comment, toi, tu fais ce travail-là? Parce que tu es un grand défenseur de ça aussi. Oui, souvent ce que je dis, on était vaccinés aux vins européens, puis on se fait dire depuis la nuit des temps que c'est les meilleurs vins au monde. Ce qui est... Attends, puis j'adore les vins européens. Don't get me wrong, j'adore les vins européens. Mais comme c'est une identité nouvelle, des profils nouveaux, les gens, dans leurs insécurités,
ont pas beaucoup d'espace. Ils veulent sticker sur le modèle qui, pour eux, fait du sens dans leur... qui les rassure dans leur profil. Fait que quand c'est des nouveaux styles de vin comme ça prend du temps avant que les vins soient compris. Fait que souvent, moi, je le dis toujours, on est un endroit colonisé sur la planète. On s'est fait aussi coloniser nos palais. Et c'est le temps en ce moment de le décoloniser et le recoloniser avec notre identité à nous. Fait que oublie ce que tu connais et ouvre ton esprit. Tu vas goûter quelque chose qui n'a rien à voir avec les vins européens. Oui, les gens sont toujours dans un esprit de comparaison quand ils goûtent les vins du Québec. Ils sont comme « Ah oui, j'aime moins ça goûte pas comme... Ouais. » Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de vinifera plantés, parce que les profils sont mieux compris, parce que les acides sont plus intégrés. Correct. Mais il faut les couvrir avec des toiles géotextiles. C'est moins identitaire, quelque part. Tandis que, exemple, toutes les Frontenac qu'on a là, c'est des vignes qui résistent à moins 34, moins 32, moins 34 Celsius. Fait qu'on couvre pas avec des toiles géotextiles l'hiver, ça résiste. Et au niveau des traitements, ridicule. Comme 6 fois moins, 10 fois moins. Ben oui, parce que l'ADN, c'est Vitis riparia, vigne sauvage nord-américaine, vigne de rivage. Son ADN est identitaire ici. Après, on essaie de faire du bon vin avec ça. Oui, c'est un profil différent. Tu sais, la Garagista au Vermont, elle plante que des hybrides. Elle veut rien savoir des vinifera. Elle fait des canons de malade. C'est bon, là. J'adore. C'est trop bon. Ouais. Puis, on est allé à New York dans un salon qui s'appelle ABV, Anything But Vinifera, qui y avait genre 40 quelques vignerons à travers l'Amérique du Nord qui étaient là, dont nous, avec Lieu commun puis Pinard et Filles. On avait la table des 3 Québécois. Puis, Lieu commun, ils ont été élus coup de cœur du public. Ah ouais! Mais la table... Du public, la table des Québécois, le monde, on avait un line-up tout le temps, ils en revenaient pas. Les gens, ils en revenaient. Tout le monde, ils capotait. Genre, jurais. C'était comme... Rien de mieux que aller là, c'est la meilleure... Vous étiez le hit, là. Et ça, c'est Catherine, ma blonde, qui m'a dit cette phrase-là, puis j'ai trippé juste pour montrer aussi à quel point, des fois, les Québécois, notre identité, on n'est pas trop fiers. Quand c'est Québécois, c'est toujours un petit peu en dessous. Oui, mais ça dépend. Ça dépend pourquoi. Mais, je vais expliquer. Aux États-Unis, ça, c'est des cépages américains créés au Minnesota, pour la plupart. Because it's American, it's very good. C'est la mentalité. Ici, c'est genre, c'est quand même cool pour du vin local, tu vois. Ouais. Et parce que c'est toujours un petit peu en dessous des autres. Dans la mentalité des gens. Je parle pas de... Tu sais, ça ne s'adresse pas à vous. On se comprend, mais dans la mentalité des Québécois, c'est drôle. C'est un peu émergent comme style. C'est correct, là. C'est correct. T'sais. C'est vrai que les gens ont tendance à dire, pour du vin québécois, c'est comme correct. C'est bon, tu sais. Mais on est allé chez Boulu, 2 étoilés Michelin à New York, OK? Chez Boulu. J'avais pris rendez-vous avec lui parce qu'on s'était vu dans un restaurant à Québec quand j'étais, il y a peut-être comme, je sais pas, 1 an. Puis on s'était échangé nos numéros, je savais même pas c'était qui. Bon, là. Puis des jours, on avait passé un bon moment. Je disais, hey, c'est quoi ton nom? Il était comme Daniel Boulu. Ah, mon Dieu, OK. Malade. Il disait, j'avais mon bras de même, on tentait de boire des coups, on avait du plaisir. Puis là, on échange nos numéros, puis là, il dit, quand tu viens à New York, envoie-moi un message. Je dis, c'est prévu que j'y aille, justement, on a un importateur à New York. Fait que, tu sais, on a réussi à rentrer chez Boulu 2 étoilés Michelin, mais ici, je suis pas capable de rentrer dans plein de places. Puis je dis les vins québécois en général. Ouais. Après, des Chardot, des Pinot, des Vinifera, c'est plus easy parce que les gens ils comprennent. Mais si on va vraiment sur... ben oui. Puis c'est normal. Puis je suis pas en train de dire « c'est pas drôle ». Je fais juste dire que ça prend du temps à recoloniser, à décoloniser, à recoloniser et à expliquer l'identité nouvelle. Ce sont des vins à identité nouvelle qui ne ressemblent à rien d'autre que du vin québécois. Mais ça fait pas beaucoup d'années que les vignerons ici font du vin d'identité québécoise. Ben oui. Parce qu'avant, ils essayaient d'imiter les vins français. Ben oui. Puis c'est ça qui faisait que c'était pas bon, tu sais. C'est ça.
sais, il y avait pas cette Porto. profondeur-là. C'est, ouais. Mais là, moi, je dis tout le temps aux gens, depuis que les vignerons font des vins du Québec, c'est super bon. Ben oui. Oui, puis tu sais, ça prend aussi du temps là, pour comprendre comment travailler ça, parce que t'as pas de référence. C'est un terroir complètement différent. Fait que, tu sais, au début, il y avait quand même une grosse courbe d'apprentissage, mais là, on est rendu à un point où les vins sont super. En fait, tu sais, les gens qui ont goûté du vin québécois il y a 20 ans, c'est plus la même chose, là. Mais non. Mais malheureusement, il reste encore avec l'idée de ce que ça goûtait il y a 20 ans. Qu'est-ce que ça va prendre, ouais? Puis qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on amène plus de gens à recoloniser, justement, leur palais, puis apprécier autant? Ça prend nous, c'est-à-dire nous, mais aussi nous comme, je veux pas m'inclure là-dedans, mais nous vignerons, en fait, les différents vignerons du Québec qui, au lieu de dropper des piles de caisse puis de dire merci, qui commencent à parler, à expliquer plus, à connecter les gens mieux avec ce qui se passe dans les vignes. Et donc, on peut pas demander aux gens d'accrocher sur le profil en ne donnant aucun contexte, à part le jus qu'il y a dans la bouteille. C'est une erreur qu'on a faite, tout le monde. Et j'en parle ouvertement parce que c'est pas correct. Normalement, là, si j'étais un vrai bon représentant, j'aurais apporté des choses à manger pour comprendre le lien alimentaire. C'est des vins qui sont perçus comme des canons de soif, mais moi, je suis pas capable de boire une bouteille de ça à moi tout seul ou une bouteille de ça à moi tout seul sans manger. Mais en mangeant, par contre, je peux en boire deux. C'est des vins de contexte alimentaire, mais comme ils sont acides et légers, dans la mentalité des gens, tout le monde pense que c'est des petits canons de comptoir. Ouais. Je suis désolé. Pour moi, ça, c'est des vins pour manger. C'est intense, c'est long, ça tient, c'est beaucoup de personnalité, ça a besoin de quelque chose pour soutenir. Tout ça, c'est trop intense. Mais vu que c'est léger, acide, léger parce que c'est acide, les gens, ils l'associent à un truc d'apéro. C'est une erreur. Encore une fois, on n'a pas prouvé non plus notre point. On fait juste dropper des caisses puis on disait, c'est ça. Mais c'est correct. Puis j'espère que les gens ils vont écouter, que les vignerons vont écouter aussi pour dire. Puis c'est pas, c'est plus comme un message d'encouragement qu'il faut faire un peu plus. Parce qu'on peut pas être fâché ou déçu que les clients s'engagent pas auprès de nous si on donne pas un soutien, un accompagnement puis un vrai soutien. Aller faire de la formation, expliquer, c'est important. Sinon, les vins ils se vendent pas. C'est ça qui arrive. Vous le savez, là, vous êtes là. Sinon, les vins, ils se vendent pas, ils sont là puis ils se vendent pas. Mais tu sais, beaucoup des, tu sais, corrige-moi Kat si je me trompe, mais beaucoup des vins qu'on aime, nous, de vignerons québécois, les vignobles sont pas ouverts au public, tu sais, jamais non plus. Fait que, moi, ça m'est arrivé de faire, mettons, la route des vins, puis sans vouloir dénigrer le travail de plein de vignerons au Québec, là, mais je suis allée dans plein de vignobles où j'avais accès, où je pouvais aller faire des dégustations, puis j'ai vraiment pas trippé sur les vins. Puis tous les vignerons que je capote de boire leurs trucs, ben je peux pas. Puis, là, c'est parce qu'on les connaît personnellement maintenant, fait qu'on a la chance de jaser avec eux, puis qu'on sait c'est qui l'humain derrière la bouteille, puis tout le travail, puis tout ça. Mais tu sais, c'est pas donné à tout le monde ça. Puis souvent, j'ai été déçue de faire une route des vins, puis de repartir de là en me disant comme ouf, j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai bu. C'est tough. En fait, je comprends. Ouais. Oui, t'as raison. Le problème, c'est que c'est pas les bons vignerons souvent. C'est ça. Ça paraît prétentieux. Les gens qu'on a envie de boire, souvent, ils ont pas les installations. Non, puis ils ont pas le temps. Le staff. Ben c'est tout petit, souvent. Oui, puis souvent, ils ont pas de vin à vendre parce que, tu sais, la production est trop petite. Fait que pour eux, ils peuvent pas dire, on va enlever 1 ou 2 employés au champ parce que c'est tellement intense, le végétal, pendant la saison que tu peux pas accumuler de retard, t'es tout le temps là. Sinon, fait que tu sais, Simon, la chance, c'est que c'est vigneron de 2e génération. Son père, il avait déjà planté les vignes. Et ça a toujours, l'agrotourisme, l'œnotourisme a toujours été au cœur des activités de la Bauge.
Et ça continue. Et les installations ont été faites en fonction, puis il y a des mariages, il y a des événements. C'est que tout le setup est déjà en place. Et comme il y avait quand même pas loin de 10 hectares de vignes, il y a un volume de vin qui était capable de justifier aussi. Et comme le vignoble existe depuis 86, avant, jusqu'en 98, je sais pas si vous le saviez, je pense que je vous l'avais dit, mais peut-être pas. Jusqu'en 98, c'était illégal pour un vigneron d'aller livrer du vin chez un client. Il fallait que les gens se déplacent. Bien avant l'Instagram et donc le circuit animalier. Comment tu fais? Ben ça, donc c'est pour ça les animaux exotiques, puis le no-tourisme, les animaux, mais c'est que ils amenaient les gens en carréole, voir les animaux exotiques. Après ça, ils revenaient, dégustation, les gens pouvaient repartir avec des bouteilles. C'était une façon, pour eux, c'était une façon de... Tu sais, c'est fou. Ouais. Leur pailleur, c'est la même affaire, tu sais. C'est pour des plus gros domaines, le domaine Saint-Jacques, même affaire, tu sais. Ils ont le setup. Ils ont la capacité pour accueillir des gens. Et les vins aussi pour pouvoir les abreuver. Mais vous avez aussi, tu sais, à la Bauge, chaque fois que je suis allée, tu sais, j'ai pas vu Simon, mais le staff qui travaille à la Bauge sont comme aussi passionnés que toi, là. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Parce que quand je suis allée dans d'autres vignobles, ben, c'était des employés engagés pour l'été, juste pour la saison, qui faisaient goûter des vins, mais qui étaient pas capables d'en parler avec émotion et tout. Ils avaient appris une feuille, là, avec des technicalités sur chacun des vins. Puis, ben, moi, ça me donne pas le goût. Ils disent des arômes de fruits, c'est comme non. Tu dis pas ça au client. Tu dis rien. Tu dis, voilà comment, tu sais, tu fais comme, hey, ça, c'est notre rosé, telle affaire, tu sais, puis c'est fait comme ça, bonne dégustation, tu sais, genre, minimum, tu sais, ou genre, laisse-les vivre. Dis pas qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça goûte, laisse-les faire. Puis, à chaque année, c'est essentiel pour nous. Avant, là, tu vois, vers le mois de juin, je vais aller donner une formation à tout le staff sur les cuvées qui sont mises en place, où c'est rendu. On va les goûter ensemble. On fait table ronde pour parler de nos ressentis. On écrit. C'est ça. Puis après, ben, tout le monde a sa place pour parler. C'est pas, il y a pas un orateur qui dit, on crée le buzz ensemble, puis on met l'émotion ensemble. That's it. C'est le fun. C'est pour ça que les gens sont engagés, parce qu'ils sont comme, ah, c'est le fun parce que je me sens pas coincé dans l'intimidation que le snobisme du vin peut faire. Je me sens, j'ai droit à mon opinion, puis elle est valable. Oui, c'est ça. On partage. Ben oui, puis chaque personne a des référents différents, vive une émotion différente aussi avec ses vins. Puis c'est beau quand tu vois la façon dont le même produit va être perçu par différents gens. C'est superbe de voir ça. Tu sais, ça me fait penser, ça pourrait être le fun, justement, de faire une activité comme ça avec même des clients aussi, tu sais, comme de faire goûter plein de trucs puis qu'on soit plus en mode échange. On pourrait peut-être faire une activité comme ça à un moment donné. C'est moins protocolaire, c'est moins protocolaire d'y aller dans l'ordre avec tout ça. Puis on boit. On profite, on en parle, on jase, puis c'est à ça que ça sert le vin. Faut le vivre, exact. Parce que tu sais, des fois, moi, j'avoue, là, même des fois au restaurant, genre, tu sais, les accords mes vins en demi, moi, j'aime pas. Je suis pas fan. Moi, j'ai besoin un verre de vin avec un plat. Puis je préfère qu'il y ait moins de service, mais comme que je peux vraiment connecter. Oui, parce qu'un demi, t'as 2 gorgées puis t'as fini, là. T'as pas le temps. Moi, des fois, ce que je fais, je prends l'accord puis une bouteille. Tout le temps. C'est drôle, quand je suis allée au Candide il y a 2 semaines, c'est ça qu'elle m'a proposé, parce que, ben, c'est que moi, je me dis, oh mon Dieu, l'accord, je suis pas sûre, parce que, tu sais, veux pas, on boit beaucoup de vin dans notre vie. Fait que, on a envie de boire ce qu'on a envie de boire. Tu sais, puis moi, l'accord, ben, il y a des vins dans le listing des accords. J'étais comme, j'ai pas le goût de boire ça ce soir, tu sais. Puis là, elle me dit, ben, tu sais, tu peux prendre l'accord puis commander une bouteille aussi. Finalement, on a commandé plein de bouteilles, mais je trouvais que c'était une bonne idée parce que l'accord est intéressant, mais en même temps, c'est peut-être pas ça que j'ai envie de boire, mais l'exercice est le fun. Mais c'est ça. C'est vrai que boire un petit demi-verre, des fois, t'as envie de plus. T'sais, surtout si le vin est bon, t'es comme, ben... Parle, oui, c'est ça. C'est pour... Des fois, t'as un accord, c'est ça. Moi, c'est une gorgée, là. Oui, c'est ça, t'as fini. Tu sais, genre, comment, là? Tu sais, un verre. C'est juste ce que tu verses pour que les gens goûtent d'habitude, mais c'est ça ton verre, tu sais. Ouais,
C'est ça, le vin, il est souvent perçu comme un alcool, mais pour moi, c'est un ingrédient. Mais vraiment, de plus en plus, c'est ça, c'est un ingrédient qui relève, qui élève, mais qui relève aussi. Tu sais, qui élève la sensibilité, les émotions, mais aussi qui relève les plats. C'est comme une épice liquide, tu sais. Ouais. C'est tellement intéressant. C'est un complément, parfois, d'un plat qui pourrait manquer de là, ça fait juste, ça fait du bien, tu sais. Fait que, faut qu'il y en aille, là. Fait que, tu sais, qu'on en retient aussi que, dans le fond, en faisant, puis je pense qu'on a une approche qui est intéressante, puis on commence à le voir aussi porter fruit, mais, tu sais, de mettre en contact les vignerons avec les clients, avec les consommateurs, ça fait une grosse différence aussi dans l'appréciation d'un produit. Fait que, tu sais, ce que tu fais pour justement démocratiser un petit peu puis rendre plus accessible ces vins-là, c'est du travail de longue haleine. Énorme. C'est fou. Ça me demande du temps puis de l'énergie, mais c'est essentiel. C'est non négociable. Tu vois? C'est long. Il y a des clients, ça fait 1 an que j'ai démarche, mais c'est pas encore là. C'est-à-dire que j'ai mal fait mon soutien. Je retourne, je parle, je reconnecte les vins. On a des nouveaux millésimes. Les profils évoluent bien. On est content. Les profils, ils s'en viennent de meilleur en meilleur, je trouve. On comprend mieux les vins, on sait mieux comment travailler les cépages aussi. On continue sur notre vibe intuitive, notre création intuitive dans les vins. C'est aussi ça qui est le fun, parce qu'on n'est pas figé dans une recette. Puis, Simon doit capoter depuis que t'es arrivé, là. Non, mais pour vrai, tu sais, t'as tellement amené son vignoble ailleurs, puis tu sais, de ton background, de connaître les gens en restauration, puis des gens qui tripent sur le même genre de vin que toi, puis qui comprennent les vins faits de façon naturelle. Je l'ai juste connecté aux bonnes personnes. Puis Simon, c'est vraiment moi, je suis chanceux de l'avoir, en fait. Parce que il est vraiment... on s'est redit encore, on a comme renouvelé nos vœux. C'est beau! Récemment, parce que j'étais comme, il dit, hey, on vient de compléter un vrai 5 ans ensemble, tu sais, puis il dit, moi, j'ai envie encore qu'on continue pour un autre 5 ou un autre 10 ou un autre 15. J'ai dit, moi, je veux. Puis là, c'est ça, on a comme renouvelé nos vœux, on s'est entendus, fait que là, c'est le fun. Fait que là, je repars pour un autre 5 ans minimum. Puis je suis content parce que j'y crois plus que jamais au projet. Puis c'est comme, on assiste là aux fruits de nos réflexions il y a 5 ans, mais ça a pris quand même 5 ans. Tu sais, c'est ça. C'est long. Le vin, là, mais aussi l'agriculture. Tu sais, là, on est certifié maintenant. Le premier vignoble au Canada est certifié en agriculture de régénération. C'est malade, là. Le premier au Canada. Ouais. Wow, c'est malade, là. Fait que, tu sais, ça prend vraiment une twist sérieuse au niveau qualité et engagement. On se prend pas au sérieux, mais le projet, il prend du sérieux. C'est ça on dit tout le temps ça. Oublie pas, faut jamais se prendre. Tu sais, on prend le projet vraiment au sérieux, puis pour avoir des vins de qualité exceptionnelle, mais on se prend pas au sérieux. On déconne tout le temps, en fait. On dit des niaiseries, on rit comme des cons. Depuis le premier jour, c'est toujours été ça. Mais on a de la job à faire aussi. Fait qu'on est sérieux dans notre approche, mais on n'est pas sérieux entre nous. C'est ça. C'est peut-être la clé aussi du succès. Ouais. Tu serais plus dans ce projet-là si c'était trop sérieux, là. Ouais, jouer au vin, oui, c'est ça. Jouer au vin, c'est ça. Faut continuer à jouer au vin. Puis prendre des risques. Puis on le voit, c'est si beau. Puis le rosé, mon Dieu, le rosé, tu sais. C'est toujours un gros winner, là. Je suis pas capable de m'en passer. J'ai bien de la misère à pas penser à boire ça quand je finis ma journée de travail ou pendant ma journée de travail, d'ailleurs. Je comprends. C'est cette année, en plus, là, c'est des 2023. On n'a pas fait en 2024. On n'avait pas vraiment la saison pour le rosé. Fait qu'on a encore des 23 qui sont aboutis. J'ai commencé à les vendre à l'automne dernier, ce qui est pas la saison. En tout cas, on le sait qu'il n'y a pas de saison pour le rosé, mais comme dans la tête de ben du monde, il y en a une, whatever. On respecte aussi ça. Fait que ça a fait un peu mon affaire parce que j'en ai pas beaucoup. J'en ai vendu un peu, quand même. J'ai bien vendu, mais là, on approche de presque 1 an de mise en bouteille et c'est prêt. C'est beau. C'est Frontenac-Gris, puis il y a du Pinot Gris cette année aussi. Ah oui? Ouais, on a une parcelle de Pinot Gris qui est rentrée en production à 23. Puis dans le fond, c'est Frontenac-Gris grappe entière, puis on a envoyé les raisins au pressoir, on a tout mis nos pots et pulpes de Pinot Gris. Mais ça fait depuis qu'on... On a-tu déjà vu une cuvée de la Beauce avec du Pinot Gris? C'est la première.
Et là, en 2024, on a des très beaux Pinot Gris dans les cuves. Pourquoi avoir décidé de travailler le Pinot Gris? Parce que c'est bon. Mais l'approche était plus des... On a toujours 20% de vignes couvertes et 80% de vignes non couvertes au vignoble. OK, fait qu'il y a un 20%. On aime beaucoup les vinifera, surtout dans la structure qu'ils peuvent apporter au vin. Souvent, on va mélanger les deux. L'idée, c'est qu'on aime le profil nordique, identitaire, québécois, mais on aime aussi la douceur des vinifera sur les aromatiques classes, puis les textures, puis les acides, comment sont placés. Fait qu'on... Nous jouons avec ça. C'est vrai, d'ailleurs, ça me rappelle le Gewürz que vous aviez... Puis le Savagnin aussi. Le Savagnin, c'était incroyable. En avez-vous? J'ai encore une bouteille chez moi. Ah, Je l'ai c'est pas vrai? bu encore. Je vais l'ouvrir bientôt. Ouais. En tout cas, c'est super beau ce que vous faites, puis on est tout le temps bien fiers d'avoir vos cuvées. Puis je pense qu'on va être dû pour un petit événement à la Bauge. Ce serait le fun que Simon, d'ailleurs, il puisse être là aussi avec toi. Ça serait vraiment... C'est sûr que au mois d'avril-mai, il est pas mal au vignoble parce que aussi, ben, tu sais, surtout les nuits de gel. On va voir. Si en mai, Et on vous souhaite qu'il n'y en ait pas cette année. Ouais, on vous le souhaite vraiment. Ouais. on se croise les doigts. Mais à partir de juin, c'est plus facile. Sinon, si on fait ça avril-mai, moi, je suis dispo. Je pense qu'on va faire ça juin avec vous deux. Parfait. Moi, je referais du pouce sur le gel, par exemple. Là. Ça te tente-tu de l'expliquer? Parce que il y a, tu sais, il y a quelques années que à chaque gel, les vignerons, souvent, ils demandent de l'aide aux gens et tout, puis les gens, ils comprennent pas l'impact que ça a sur une vigne, le gel. Puis, tu sais, nous, on n'est pas à l'abri ici, au Québec, là. Ça arrive souvent, là. Ouais, on a deux types de gels problématiques. Les gels hâtifs et les gels tardifs. Les gels tardifs, c'est au printemps, parce que c'est tard. Puis les gels hâtifs, c'est à l'automne quand on aurait voulu mûrir plus. Tu vois, c'est un peu l'inverse de ce qu'on pense, mais ça. Les gels tardifs, donc gel de printemps, ça dépend toujours de à quel point le printemps a été chaud et à quelle époque. C'est-à-dire, si le végétal, le bourgeon est sorti, qu'une feuille, que ça démarre, là, il y a une fragilité où il s'agit d'un en bas de zéro, puis c'est ça. Ça gèle, puis c'est fini. Donc, ça veut dire que pour la saison, le bourgeon primaire est... Fait qu'il n'y a pas de production. Il n'y a pas de production. Puis après, ben c'est bourgeon secondaire l'année d'après. Fait que souvent, c'est comme presque 2 ans de rattrapage de la vigne pour se remettre. C'est ça, ça a des impacts à long terme. des là. impacts. C'est pas juste pour la culture, Non. le millésime. Non, souvent, c'est l'autre année d'après aussi où... Puis encore une fois, s'il y a un autre gel... Oui, c'est ça. Vous êtes toujours à risque, en fait, parce que vous avez 2 saisons où c'est difficile quand il y a le gel. Puis là, vous avez des moyens. Oui, on a plein de moyens. Puis nous, on est même suivi par un spécialiste du gel. C'est un peu drôle de dire ça. Il vend pas de drogue, premier. Mais il a analysé à infrarouge où il a comme inventorié une map. Une carte. Parce que dépendamment des parcelles, le gel, il arrive toujours presque il arrive toujours à peu près de la même place, puis il se loge un peu toujours à la même place. C'est comme un courant froid, dans le fond, qui passe dans... Puis souvent, les gels, ils s'installent quand il n'y a pas un nuage dans le ciel, il n'y a pas de vent. Fait que le froid de l'atmosphère, il vient juste se déposer. Quand il y a des nuages puis du vent, pas de problème. Même s'il annonce pas loin de zéro, ça va pas geler. C'est souvent quand c'est calme, il n'y a rien. Il pourrait faire 22 degrés dans le jour. Si elle est dégagée, c'est comme pas loin de la pleine lune, c'est comme oh! J'espère qu'il va y avoir des nuages parce que... Pourquoi la pleine lune? Parce que souvent, tu remarqueras en général, 2-3 jours avant ou 2-3 jours après la pleine lune, il y a un refroidissement naturel des températures à chaque fois. Même je l'observe tout le temps. Ah oui? Tout le temps, même l'été. Ah! Tout le temps. C'est intéressant, ça. Je sais pas pourquoi, j'avoue que c'est peut-être mon petit côté ésotérique, je sais pas. En tout cas, mais j'ai remarqué souvent ça. Souvent, comme 90% du temps. Ah oui? Il y a une période. Puis surtout quand il y a 2 pleines lunes dans le mois, c'est comme... C'est chaud. Donc là, quand vous pensez qu'il va y avoir un gel,
Là, ben là, on a des stations météo. Simon, il y a comme toutes des stations météo qui répertorient les températures. Puis quand il annonce, souvent on est beaucoup linké avec Environnement Canada aussi. Quand il annonce, c'est genre risque de gel, genre souvent c'est comme quand il annonce 1 degré, 2 degrés, c'est comme Là, Simon il met son alarme la nuit, puis on part les tours avant. On a des genre d'éoliennes, en fait, des tours avant, qui font juste brasser l'air chaud, qui est comme, parce que c'est comme il y a un flip de masse d'air, c'est-à-dire que l'air froid, il vient s'installer, puis l'air chaud, il reste en suspens, en fait. Fait que, il est comme quelque part à peut-être, je sais pas, 5-6 mètres peut-être, je sais pas trop, peut-être plus haut, mais pas, en tout cas, il est là floaty. Fait que, en mettant les tours avant, on refait circuler l'air, puis on peut se sauver plus ou moins 1 degré, 1 degré et demi. C'est la différence. Okay. Après aussi, il y a les bûches en paraffine, allumer des feux. Tout le monde pense que c'est pour réchauffer, mais c'est pas pour réchauffer. Je savais pas que c'était pas pour réchauffer. C'est pour créer des écrans de fumée pour éviter que le froid vienne s'installer. Fait que ça, il faut vraiment l'installer en amont, comme avant que ça soit gelé, parce que si c'est gelé et tu le passes, ça sert à rien. C'est pas de la chaleur, c'est de la fumée que vous cherchez. Ah, je savais pas. Ah, ben moi non plus. Wow. Même des fois, on peut allumer genre des balles de foin, en fait. Puis pour créer vraiment un écran de fumée dans le vignoble pour empêcher que l'air froid vienne encore se déposer. Fait qu'elle reste comme... C'est ça. Ouais. Tu sais, le métier de vigneron, dans le fond, c'est comme... Ça comprend tellement, tu sais, c'est quasiment géologue, t'es quasiment, tu sais, tu portes tous les chapeaux. La machinerie, t'es un peu bon bricoleur, t'es bon agriculteur, t'es même au niveau chimie du vin, tu comprends les interactions moléculaires. Tu sais, il y a plein c'est plein. Fou, là. Tout. C'est impressionnant. Quel beau monde. Oui, vraiment. Et beaucoup de respect pour... C'est énorme le travail qu'ils font. C'est énorme. Puis, tu sais, il faut avoir de la passion, s'il vous plaît, pour être capable de... Airwar. Airwar. C'est ça, ben, tu sais... c'est ça, ben, tu sais, au Québec, comme je disais un peu plus tôt, c'est qu'on est dépendant de la météo pour mûrir nos raisins aussi. Le cycle végétatif est extrêmement intense. Donc, on sait pas dans quel état on va rencontrer nos raisins, dans quelle maturité on va les avoir. Et surtout, les hybrides, comment ça pousse aussi, c'est important à spécifier, c'est que ça fait énormément de feuilles, genre ça pousse fort, vite. C'est une plante qui est extrêmement vigoureuse. Elle a un ADN sauvage aussi, quand elle pousse comme très vite. Genre, tu sais, ça peut être des fois 30 cm en une nuit, là. Oh, wow! OK. Non, ça pousse pour vrai. Ça pousse vite. Ça peut arriver que dans la nuit, souvent, la plante, ça peut être pas loin. Pour vrai, c'est fou. Genre, ça peut être... c'est énorme. Puis quand ça se met à y aller, ça y va. Puis comme beaucoup de feuillage très intense. Puis c'est pas qu'il n'y a pas d'ancrage au sol. Tu sais, il y a sûrement énormément de racines qui vont chercher des éléments minéraux, mais dans la dominante, on va le goûter avec ça. Comment le vin s'installe en bouche, c'est toujours sur des dimensions énergiques et aériennes. Puis, tu sais, comme souvent, en France, ils vont dire, nous, nos terroirs, c'est des pentes exposées, des coteaux exposition sud sur des schistes ou sur des calcaires. Puis là, ça donne tel profil au vin. Mais, tu sais, nous autres, c'est pas ça, tu sais. Nous, surtout sur les hybrides, les viniférants, on arrive à avoir un petit ancrage saline. On va le goûter avec le goût tenté après pour comprendre le profil. Mais si on goûte même un vin avec un ancrage minéral nordique d'ailleurs, avec des viniféras, sur des vignes de 40-50 ans. Puis aussi, c'est sûr que nos vignes sont un peu plus jeunes. Donc peut-être qu'il y a peut-être aussi ça. Pour avoir goûté des garagistas avec des plus vieilles vignes aussi, souvent, l'ancrage au sol, c'est pas la dominante. C'est ça que je voulais dire. C'est souvent des vins qui sont pas assis en bouche en même place. Souvent, les vins européens, ils vont avoir comme une texture qui va enrober la bouche, puis le vin va s'asseoir en arrière de la langue, puis il y a une espèce d'éléments minéraux, des sels minéraux qui vont juste renvoyer un coup de salive, tu sais. Ici, c'est l'inverse. C'est tout en avant, les textures un peu presque pectinées,
avec énormément d'énergie. Fait que là, c'est ça, je disais tout le temps, nous, notre terroir, notre territoire est tellement dépendant de l'air, de la météo, qu'on est plus des dominantes aéroirs que terroirs. C'est pas que la Terre a pas d'importance, c'est qu'elle est gelée quand même 6 mois par année aussi. Fait que les échanges sont pas pareils que un vigneron, exemple, du sud de la France, que lui, il continue à labourer ses sols au mois de janvier. Ben nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Fait que quand ça démarre, c'est vite, c'est intense, puis ça va chercher la lumière, ça va chercher de l'intensité, de l'énergie, de la chlorophylle, mais moins de fond. Le nez de ce vin-là, C'est incroyable. Ça tue. fabuleux. Ouais. Ça tue. Évolution. Parle-nous de cette cuvée-là, parce que, tu sais, on regarde les étiquettes, c'est très différent, Oui. là. Évolution, on est vraiment plus dans le style plus classique, là. C'est une cuvée qui est faite depuis longtemps. Oui, on a changé de packaging il y a peut-être 4 ans. Ouais, 4 ans. Donc, c'est une ligne de temps d'agriculture du vignoble. Donc, c'est évolution parce que aussi, en même temps, c'est vin évolué, mais évolution de l'agriculture au vignoble. Fait que c'est avant, ben, tu sais, les terres étaient plus à nu, beaucoup de passages de tracteurs, enherbement un rang sur 2, enherbement, mais entre rangs qui sont antifongiques, bon, tu sais, jusqu'à enherbement complet, incorporation des animaux, hirondelles bicolores, écosystème riche et humains heureux, marchant dans la parcelle sans crainte d'être empoisonné. Non, c'est pas lui, C'est pas lui? C'est un autre. je pense que c'est un voisin. Ouais, c'est un humain heureux qui s'est perdu dans les vignes. C'est quand même une belle place pour se perdre, là. Oui, vraiment. Puis depuis qu'on travaille en agriculture de régénération, j'ai vu des espèces d'animaux apparaître sauvages, en fait, que j'avais jamais vues avant au vignoble. Simon aussi. Il y a plein de lièvres, plein de, comme, il y a des perdrix, il y a full animaux, genre, partout. Puis qu'est-ce qui attire... puis c'est quoi? Parle-nous de l'agriculture régénérative. Non, c'est pas un mot facile à dire. C'est loin. C'est après avoir. Ouais. Après avoir vécu du Steve, là, pendant un petit bout. Alors, ben, l'idée, c'est de pas toucher le sol, le laisser se régénérer lui-même. Là, moi, je suis moins expert pour en parler. C'est plus Véronique Lemieux puis Simon qui sont pointus dans ça. Mais je peux quand même un peu en parler parce que j'ai un peu le nez dedans. Mais Une compréhension de... oui. Puis dans le fond, l'idée, c'est laisser les sols se régénérer, c'est-à-dire comme on laisse l'herbe monter, on laisse les animaux manger l'herbe, donc on n'intervient pas souvent c'est moins de compaction par le passage de tracteurs, plus de biodiversité, respect, puis aussi l'empreinte carbone, puis c'est tout, ça relie tous ces éléments-là. Ça fait des vignes qui sont tellement, un vignoble qui est tellement plus vivant aussi, c'est tellement plus beau, tu sais, on se sent bien à la bauge, là. On se sent bien à la bauge, vraiment. Moi, c'est à toutes les fois que je vais là-bas, que je stationne mon auto, c'est pas prendre des caisses ou aller goûter. Je prends tout le temps un moment pour regarder le lieu. Puis c'est sûr qu'en plein été, c'est un peu féerique, là. J'étais jamais allée à la Bauge il y a une couple d'années, puis j'avais commandé du vin à Alex Boilly, puis il m'avait dit je m'en vais à la Bauge pour une déguste, fait que je vais te laisser ta caisse comme, puis il m'avait dit à telle place en arrière de telle affaire, tu sais, fait qu'il avait comme caché ma caisse quelque part à la Bauge, puis c'était la première fois que j'arrivais là. Puis j'étais comme wow, OK, puis ça m'a donné envie de revenir après, tu sais, c'était en plus je pense que c'était comme à l'automne, c'était dégueu, là, une journée super grise et tout, mais il y avait comme une énergie vraiment le fun quand je suis arrivée là-bas. Puis là, en plus, j'ai trouvé ma caisse. C'était fabuleux. Fait que je suis repartie, mais c'était comme parfait. Ouais, c'est vraiment un environnement, tu sais, c'est pour ça, moi aussi, que j'avais racheté une bouteille, tu sais. Même si j'avais pas particulièrement trippé sur le vin, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Et Simon est comme tu le disais, là, c'est quelqu'un de ultra généreux, puis c'est un des plus beaux humains qui existent sur la Terre, là. 100%. Ouais, on est chanceux de vous avoir. Nous aussi, on est chanceux, merci. Ben, c'est un vrai soutien humain. C'est tellement, moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, je dis toujours, tu sais, je vends pas du vin, je représente des humains qui fermentent du jus de raisin, qui s'adressent à des humains qui ont envie de savoir c'est quoi notre histoire, qui veulent aussi contaminer des clients qui veulent la connaître aussi, cette histoire-là. On est juste comme c'est une série c'est une boucle, en fait, qui est tellement sensible et agréable
à entretenir. Puis pour vendre du vin, ça prend ce cycle-là. Tu sais, c'est pas... l'aboutissement final, c'est de vendre du vin, mais j'aime bien plus la démarche, puis de tisser les liens, puis d'expliquer, puis de créer cette boule d'amour-là que de juste vendre du vin, tu sais. Ben, puis c'est ce qu'on se dit, nous aussi, là, ça fait quelques semaines qu'on travaille sur ce podcast-là, puis on le savait, ça fait 2 ans qu'on a parti le projet, ça fait 1 an et demi qu'on est en activité, mais le réseau qu'on a découvert, puis les humains dans ce processus-là, c'est tellement un beau monde, puis l'entraide qu'on a, puis de voir tout ça, travailler ensemble, se tenir ensemble, de partager tout ça avec les gens, c'est si beau, là, à chaque jour. C'est touchant. C'est touchant, c'est beau. Puis, tu sais, tout le monde a tellement un gros rôle à jouer dans ce partage de bonheur. Puis c'est du gros love. Tout le temps. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'est vrai, c'est du gros love tout le temps. Puis, tu sais, on parlait tantôt que on peut plus juste dropper des caisses puis rien dire. Il faut l'entretenir. Et surtout aussi, qu'est-ce que nos vins sont chers. N'est-ce pas? Oui. Au Québec, je parle. Nos vins au Québec, en général, c'est pas des vins à 12 piastres. Ben non, mais... Et donc, ça veut dire que les clients, en revente, c'est en bas de 30 piastres une bouteille de vin québécois vendue, je parle aux clients. Ben, ça arrive pas. Ça arrive pas. Donc, par contre, en SAQ, à 30 piastres, taxes incluses, il y a du choix. Ouais. Fait qu'il y a aussi ça que d'autant plus important de parler et d'entretenir ce love-là puis d'expliquer pourquoi est-ce que les gens seraient prêts à payer 35 piastres plus taxes pour acheter une bouteille de Bauge ou de quelqu'un d'autre. Pourquoi ça coûte si cher? C'est une très bonne question. Premièrement, les terres. Pour acheter une parcelle, tu ne peux pas juste acheter 1 hectare ou 2 puis planter. En fait, c'est rare, déjà. Souvent, c'est des grosses bandes de terre qu'il faut acheter. Après, planter un vignoble, planter des vignes. On est un territoire émergent de viticulture. Le matériel vient souvent d'un peu d'ailleurs. Bon, oui, en Ontario, ben, de plus en plus, oui, OK. Aux États-Unis aussi, mais comme tout notre matos y est importé d'ailleurs. Plus, ben, la plantation, ça coûte à peu près... Simon me dit que pour planter 1 hectare avant de produire le premier vin, ça coûte à peu près 100 000. Le cost. 1 hectare. 1 hectare. Ça veut dire les vignes, l'entretien, les piquets, les poteaux, les fils pour les palissages. Avant la première vinification, qu'il faut fermenter, élever dans un chai conforme à la RACJ. Bien sûr. Voilà. Fait que si on calcule quelqu'un qui se part un projet, tu peux pas avoir des vins à 12 piastres. Tu peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Puis même en les vendant 30, 35, j'imagine, ben pas j'imagine, mais on le sait, là, que c'est pas... C'est combien qui revient dans les poches d'un vigneron? Sur 1 hectare, quand t'es chanceux, tu peux faire, je sais pas, 40, 35, 40, peut-être 50 hectolitres à l'hectare, 5000 litres. Peut-être. Je sais pas, si végétativement parlant, en moyenne sur une année, c'est peut-être quoi, 50, ouais, 5000 litres à l'hectare, donc quoi, 7000 bouteilles? Ça, c'est tout. Si tout s'est bien passé, là. Si t'as pas eu de gel. Ouais. C'est ça. Fait que, voilà. Les calculs, après, ben, tu sais, oui, tu peux amortir, bon, mais tu peux dire, il faut que tu achètes les cuves. Après, soir, une pompe. C'est le projet d'une vie, là. Oui. C'est pas quelque chose tu que construis tu dis, pour les je vais faire générations ça d'après. 2 ans. Simon, puis... c'est ça qu'il fait aussi. Il y a ses fils qui surtout Liam qui veut reprendre aussi. Oui, OK, il y a une génération Ouais. qui va suivre après. Ah, c'est le fun, ça. C'est Est-ce qu'il travaille déjà, Liam, dans le vignoble? Oui. Ouais. Il est très bon en plus. C'est cool, ça. C'est cool.
Ah, ça, c'est le fun quand il y a une relève aussi, parce Oui. que, tu sais, il y a des vignobles qui ont dû fermer parce qu'il y avait justement pas de relève. Ouais. C'est triste avec tout le travail, puis l'énergie, puis le temps, puis l'amour qu'ils ont mis dans leur vigne, puis... En tout cas, on est content de savoir que tu vas être là encore au moins 5 ans Oui, merci, je suis content avec aussi. Simon. C'est trop nice. Vraiment. Tu as d'autres projets aussi, par exemple, à l'extérieur. Toujours. Ouais, veux-tu nous en parler un peu? Ben, tu sais, on importe du vin aussi d'ailleurs. Avec, ça s'appelle Fluide, notre agence, avec un S à la fin. Fluide, parce qu'on aime les fluides, on aime échanger nos fluides, puis on aime on aime tout ce qui est fluide en général. Donc, on se spécialise sur les vins géorgiens, mais aussi des vins de Loire, parce qu'on aime bien boire des vins de la Loire. Puis, on a aussi, on a des vignerons d'Andalousie aussi, 2 vignerons d'Andalousie qu'on va faire rentrer parce qu'on trouve que ça manque beaucoup dans le portrait. Il n'y en a pas assez. Ça a l'air de quoi, les vins d'Andalousie? Oui. Magnifique. Parmi les plus beaux terroirs au monde, c'est carrément, il y a dans les Sierras de Malaga, c'est sur des granites décomposés, genre magnifiques. C'est entre 700 et 1000 mètres d'altitude, mais comme tu vois la mer. J'aurais aimé ça savoir. Avant qu'on ouvre Saucette, en fait, je suis allée en Espagne, en Andalousie, justement, faire un voyage toute seule avant qu'on ouvre ici. Puis j'ai essayé de trouver des vignobles avec des vins faits de façon naturelle et tout. Puis j'ai vraiment cherché, là. Puis j'en ai pas trouvé. Puis j'étais super déçue. Pourquoi il y a Wow. tant peu de... C'est figé dans la tradition, en fait. Mais avant, c'était reconnu comme parmi les meilleurs vins au monde, surtout à Sanlúcar de Barrameda, pas loin de Jerez, sur la côte ouest. Sur le bord, c'est des terroirs, c'est comme la Champagne, c'est de la craie, c'est des calcaires blancs, comme de la craie. Puis ça donne des vins iodés, super salés, trop bons. Fait que là, on a trouvé un vigneron Comment tu fais pour trouver tes vignerons? On va dans des bars à vin, on parle avec... on se met chum avec plein du monde qui tripe vin. Puis là, il fait comme, hey, faut que je te présente lui. Je dis, OK, donne-moi un truc local, pas loin d'ici, qui fait pas mal à la tête, qui travaille bien. On goûte, let's go. Après, on investit, là. Ah, c'est génial. Fait que là, vous allez avoir ça bientôt à Ouais, l'agence. peut-être, d'après moi, si on est chanceux, peut-être juillet. OK. Puis pourquoi avoir décidé de lancer votre propre agence alors que vous travaillez, tu sais, que tu travailles principalement au Vin de Québec? Parce que, déjà, il y a 2 raisons principales. Premièrement, c'est le rêve de ma blonde de travailler comme que d'importer du vin, surtout des vins géorgiens. Parfait. Pourquoi? Excuse-moi. Parce que elle a un attachement énorme pour la Géorgie. Elle a raison, on est allé 2 fois puis j'ai compris, comme c'est fou. Et parce que c'était devenu, c'est un projet d'amour, oui, mais aussi parce que c'était devenu trop difficile de vendre du vin en restauration avec juste du vin québécois. C'est triste, hein? Mais c'est vrai. C'est parce que les restaurateurs sont encore fermés parfois. Mais les restaurateurs sont fermés parce que les clients sont fermés, je pense, là. Tu sais, en même temps, Ouais, tu veux vendre du vin, fait que, tu sais, t'as tendance à acheter quelque chose qui va se vendre facilement. Les clients sont fermés parce que les vins, souvent, pas tout le temps, encore une fois, c'est du cas par cas, mais souvent, les gens, ils laissent une liste puis ils demandent aux clients de se commettre. Et donc, les vins, ils sont pas expliqués. Fait que dans un service passif, c'est vrai que les vins, ils vont pas se vendre. Puis que les clients vont être réticents, ils vont dire non, c'est québécois, j'en veux pas. Ils vont pas d'emblée commander un Frontenac. On est d'accord. Tu sais, ils vont voir un Pinot Gris puis ils vont faire OK, ouais, je vais prendre ça, c'est safe, c'est un vin européen. On est d'accord. Oui, absolument. Puis je le comprends. On le comprend. C'est que là, je me suis dit, on part une agence d'importation avec des vins avec des identités fortes, comme, tu vois, c'est aussi ça. Et des gens aussi qui travaillent exactement dans le même respect de Simon. Ouais. Même travail, mêmes idées que Simon. Donc, on travaille la complémentarité des projets. Et après, quand je fais des dégustations, j'ai des vins locaux puis des vins étrangers. Et ça permet de mesurer la qualité des vins locaux vis-à-vis des vins étrangers. Oui.
Merci, mais oui. Puis la stratégie, elle s'avère vraiment intéressante en ce moment parce que les vins qu'on fait, ils sont aussi bons que les vins européens. Les profils sont différents. Puis là, ça nous permet de parler des profils, d'expliquer. Fait que, tu sais, tout ce que je parlais un peu plus tôt, qu'il faut prendre le temps via l'agence, on l'offre le temps. Fait que tu as une agence aussi pour éduquer les gens, finalement. Ça. Ben, aussi c'est plus pour parler des vins que j'aime qui font du raisin fermenté. Est-ce que la Bauge est représentée par Fluide? Oui. Oui, OK. Oui. Puis, mettons, quand tu fais des dégustations avec des restaurateurs que tu as remarqué qui étaient fermés aux vins québécois avant, puis que là, tu as une porte ouverte à cause des vins géorgiens, c'est quoi, mettons, ton pas ton pourcentage, là, je veux dire, ça doit pas se calculer super bien, mais, tu sais, entre, mettons, les commandes de vin de la Bauge versus géorgien, est-ce que tu vois que ça commence à... 75% Bauge, puis le reste ailleurs. Ouais. C'est vrai? Oui. Puis, c'est pas parce que les autres vins sont pas bons, juré, c'est juste que les gens ils sont surpris à quel point ça peut accoter. Ah, ça, c'est cool. Mais moi, parce que je peux pas dire à quelqu'un, hey, je suis profondément convaincu que les vins, ils ont une qualité, ils vont dire, ouais, whatever. OK, ben, on va goûter. Fait que là, tu le démontres. Ben, les gens, ils ont besoin de le comprendre, de le vivre, de le voir, mais on va le faire. C'est correct. T'sais, c'est ça, il faut expliquer. Faut les mettre en contexte, faut les approcher, on le fait pas, ça. Personne, tu sais. D'ailleurs, ce qu'on boit en ce moment, là, C'est tellement c'est mon beau. préféré de tout le line-up de ce qu'on a goûté, là. Ça, on n'a jamais eu ça ici non plus. 2023, Ouais, OK. ouais. Non, Fait ça fait 3 semaines que j'ai commencé à les vendre, justement. C'est le rêve de tout Européen, d'ailleurs. C'est les vins qui sont mûrs au niveau des matières phénoliques. Le végétal est mûr, puis ça fait 10 degrés d'alcool. Pas en manger. Bon, là, Je comprends pourquoi ça s'appelle Gotanta aussi. C'est un beau nom. l'aromatique est L'aromatique est folle. Du Gewürz avec du Muscat tonnelle, du Sauvignon blanc, puis un peu de Frontenac blanc macéré. C'est vraiment, vraiment bon. Je pense que, tu sais, tout était vraiment délicieux, mais je crois que c'est ma plus grande surprise aujourd'hui. Ah ouais, c'est vraiment super beau. Ouais, ça rend heureux. Ça rend heureux, certainement. C'est ça, je dis aux gens, genre le matin, quand t'as plus de jus de pamplemousse dans ton frigo, tu te poses pas de questions. Qui a du jus de pamplemousse dans son frigo? Pas? OK. Je sais pas, mais ça remplace le jus de pamplemousse pour moi. Moi, je trouve que ça remplace le jus d'orange. Aussi. Ça, c'est un petit peu plus accessible, tu sais. C'est plus ça qu'on trouve dans le frigo habituellement. C'est vrai. Mais Vous faites des formations aussi, ta blonde et toi? Oui. J'ai pas pensé, mais oui. Ouais. On fait de la formation en restauration aussi, même sur le service du vin. On fait de la formation sur l'histoire des vins du Québec. C'est vraiment le fun aussi. Pour expliquer d'où on vient puis où on s'en va. Que les gens y connectent. Ça aussi, c'est une autre chose qu'on a mis en place pour aider. Là, je travaille aussi sur un autre truc. Je suis en train de développer un petit livret pour accord mes vins sur les vins québécois. Oh, parce que les gens, ils savent pas avec quoi ils savent pas les gens sur quoi mettre les vins. Tout le monde est perdu. Ça va être un livre? Un petit livret. Vous allez vendre? On va sûrement donner à nos partenaires. Puis genre, puis après ça, ça va être vendable pour vous, genre, puis c'est quoi. Ouais, c'est ça. OK. Fait ça va être quelque chose qu'on mais va je trouve pouvoir. ça super intéressant. Ben nous, on en veut. J'ai hâte de découvrir ça d'ailleurs. Ouais, ça va être le fun, ouais. Je travaille un peu là-dessus en ce moment, parce que ça va prendre un petit peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses dans mon assiette en ce moment, mais je vais réussir, c'est sûr et certain. Puis les formations, vous en faites chez vous même? On en fait chez nous, on en donne en entreprise, en resto. Ouais. Est-ce que vous le faites aussi pour des particuliers ou Oui. Ouais. Oui. Quel genre de personne est intéressé par ce type de service-là? Tout le monde, mais c'est fou. Des fois, c'est même du bouche à oreille, quelqu'un qui a assisté à notre atelier qui te fait « Ah, man, faut que tu appelles. Hey, appelle-lui, appelle. » Fait qu'on peut t'engager, là, pour... Ah, ouais! Ouh! C'est intéressant, C'est ça. très intéressant. Ouais. Puis tu te déplaces chez les gens. Je déplace avec du vin. Est-ce que Ou pas, comme ils veulent. Puis est-ce que tu as les vins de la Bauge uniquement quand tu fais Non. ce genre de... Non. Toutes sortes de vins. Ça dépend du... Mettons, sur le vin québécois, j'ai du vin de toutes sortes de monde chez nous que j'aime. J'ai plein de projets que j'aime. Fait que souvent, j'arrive avec mon gear de vin québécois. C'est qui tes tops, mettons, au Québec? Qu'est-ce que tu Mais mon penses? préféré, c'est la ferme Racu. Mon Dieu, que c'est beau, hein? C'est mon plus beau... Pour moi, c'est mon projet préféré au Québec.
Quel beau projet. Parle-nous un peu de la ferme Racus, c'est pas tout le monde qui les connaît. Ben, ils sont à Saint-Germain-de-Kamouraska. C'est Samuel Lavoie, le vigneron. C'est particulier, son terroir. Là. Je sais pas si je l'explique aussi bien, parce que, tu sais, des fois, je suis allé une couple de fois le voir, puis c'est comme j'ai un attachement profond pour lui, il est vraiment hot. Puis, dans le fond, son chai, il est carrément à, je pense, 150 mètres de la mer. Fait que quand il ouvre sa porte de garage, t'as toute la draft d'air marine, de varech qui rentre dans son chai, l'humidité salée, iodée qui rentre dans son chai. Puis ses vignes sont sont bloquées par des parois rocheuses en forme de fer à cheval qui bloquent des vents dominants. Puis il s'assure d'une couverture hivernale parce que la neige s'accumule là. Fait qu'il y a comme, tu sais, carrément dans ses parcelles, il peut faire genre 28 degrés, puis tu marches littéralement, mettons, 300 pas, puis il fait 8. Wow! Incroyable. C'est un vrai microclimat. C'est un vrai. Les autres, ils l'ont catché, ils l'ont capté. Eux, c'est une ferme de grains aussi, des grains bio ancestraux à la base, puis ils ont un peu de vignes. Je pense qu'ils ont quand même une quarantaine de cépages, puis ils plantent toutes sortes d'affaires, puis c'est trop bon ce qu'ils font. C'est trop bon. Puis ça, c'est des gens passionnés aussi. Ils font ça, ouais. Mais les gens ici triplent là, aussi chez on a Saucette eu parce des- qu'on en a eu des cuvées de raku, puis c'est ça, c'est tellement... Ça a une identité propre, là, Oui. ces vins-là. Là, Ça goûte. Quand t'arrives à Kamouraska, puis tu baisses ta fenêtre dans le village, puis Ça goûte ça? ouais, ben c'est direct. Ben oui, ça goûte le lieu. Vraiment, c'est fou. J'adore. J'en ai une bulle Allez, dans mon... Ah, la bulle. Dans moi, c'est mon les cellier. relents macérés que j'adore. Ah, les relents sont écœurants aussi, hein? C'est formidable. C'est superbe. Mm. Ouais. Formidable. as-tu d'autres vignobles à nous Ah oui. suggérer au Québec, mettons? Ben, il y en a tellement. Tu sais, c'est ça que. Ben, tu sais, j'en ai vu, vous en avez plein des bons. Tu sais, le Grand Saint-Charles, ça goûte super. Ben, tu sais, Mike Pivero, toujours. Tu sais, bon, c'est. Joy Hill, j'adore ça. Polisson. Leur vin? Ouais. Eux qui sont partis du cidre, Ouais. puis qui maintenant produisent. Ouais, C'est c'est vraiment- ça fait quelques millésimes, ça fait pas longtemps. Ouais, ça fait, je pense que c'est son quatrième. Ouais. Je vais pas dire de fausseté, mais ouais, ça c'est très, très bon. Nous, on aime beaucoup Euh, l'espiègle aussi. L'espiègle. Ben, oui, Nival, l'espiègle bien aussi. sûr. Là. Nival. Voyons, je vais arriver à le dire. À Melbourne, voyons. Ah, OK. Au Kill, ouais. Oui! Louise. Louise, on l'aime! On aime-tu Louise avec un peu? C'est comme, je pense que c'est un de mes humains préférés. Mais cette femme, elle est extraordinaire. Ah, je l'adore Elle est tellement. venue ici un soir juste pour filer la vibe de chez Saucette. Elle s'est assise, je pense, où t'es assis en ce moment. Ah, c'est pour ça que je me Elle sens était bien de toute même. seule, puis elle a commandé des plats, puis tu sais, c'était bondé, là, il y avait plein de monde, elle était tranquille. On a eu des gros câlins à la ouais, fin. On a vraiment, tellement vraiment adoré gentil. cette personne. Ouais. Fait que là, à chaque salon qu'on la voit, on court quasiment pour... on est tellement contents de la voir. oui. C'est beau ce qu'elle fait avec son mari, là. Ben oui. C'est Claude et Cigale aussi, Xavier, c'est trop bon. Pigeon Hill. Ouais, ça, on n'a pas goûté. à ça. Je pense que j'ai goûté dans un resto. Ouais? Bon, ben voilà. OK, ben on va... Ah non, mais il y a, c'est ça, il y a tellement... Il y a tellement des belles choses qui se font. C'est fou, là, puis j'en oublie d'autres, puis désolé pour ceux que j'oublie, mais... Tous les autres. Ah, mais il y a quoi? Il y a, Mathieu de Nival, il nous disait qu'il y a 180 vignobles maintenant? Ben oui, ah, puis aussi, ben oui, très précieux sang. Oui. Il y a plein de belles choses qui se passent, Vincent, tu sais. C'est... Puis il y en a pour tous les goûts. Fait que, tu sais, les gens qui disent, moi, j'ai goûté à une coupe de trucs, puis je trouve pas ça bon, ben, tu sais, il y a toujours, c'est parce qu'ils ont juste pas encore trouvé ce qui les faisait triper encore, mais il y en a pour tout le monde. Puis, c'est normal, puis encore une fois, si on fait juste goûter le vin sans manger, c'est une chose. Puis c'est normal que les gens n'ont pas trouvé. Mais quand on commence à catcher l'effet que ça fait quand on mange beaucoup, on boit beaucoup, c'est vraiment le fun. C'est le contexte. C'est quoi l'avenir pour toi des vins du Québec? Comment tu l'entrevois? Ben là, ce qui est le fun, c'est qu'encore une fois, c'est plus comme
continuer à parler de l'identité, mais aussi il y a plein de nouveaux cépages tranquillement qui sont développés, des nouveaux hybrides, des nouvelles générations d'hybrides qu'on va replanter. Tu sais, l'Itasca en fait partie, entre autres. T'as un monsieur pour ça, hein? D'ailleurs, t'en avais parlé dans notre cours, là, un monsieur, parce que je me rappelle pas son nom, mais c'est ça qui développe, justement. Ouais, Alain Brault. Oui. Avec Tom Plucker. Ils sont où, eux? Ils sont encore aux États-Unis? Tom Plucker, il travaille aux États-Unis, je me souviens bien. Et Alain Brault, lui, est à Saint-Paul-d'Abbotsford, Pépinière. Ouais. Ah oui? Ouais. Fait qu'ils sont linkés, en fait, puis ils développent. Lui, il plante plein d'hybrides. Puis Véronique Lemieux a fait justement des tests de vinification sur les nouveaux cépages pour voir le potentiel qualitatif, voir un peu qu'est-ce que ces raisins-là ont dans le ventre, puis comme... Fait que c'est intéressant, puis il y a beaucoup de recherche et développement en ce moment. Puis moi, je vois un avenir exceptionnel parce que, c'est beaucoup de raisons, mais on est capable, par nos techniques, par la façon qu'on comprend les raisins, c'est un gros travail d'agriculture, le vignoble québécois, c'est fou, mais on est capable d'avoir des maturités phénoliques. On peut mûrir sans des degrés d'alcool, puis on a toujours des acidités bien placées. Fait que dans le temps, en ce moment en Europe, la maturité phénolique, elle arrive quand les degrés d'alcool sont trop hauts. Fait qu'il y a ça perd en même temps d'identité. C'est devenu compliqué de connecter à l'appellation d'origine, qui est supposée de refléter le goût mais le dérèglement climatique fait en sorte qu'on y a moins accès. Mais ici, on est en train justement de l'inverse c'est des vins comme il se passait à l'époque en Europe avant, il y avait beaucoup d'hybrides en Europe, en France. Tout le monde avait des hybrides dans leur jardin mais là, qualitatif, c'est vinifera. Mais aujourd'hui, avec le dérèglement, les traitements, les degrés, les maturités décalées, alcooliques décalées par rapport au phénolique, nous, c'est l'inverse qui s'opère pour nous. On est capable de mûrir sans des degrés exagérés. Puis comme il y a une tendance, malheureusement, en ce moment où les gens ne boivent pas, on est capable d'avoir des vins à faible degré qui rendent heureux, qui goûtent bon, qui sont rafraîchissants et qui goûtent pas le bon vinaigre. C'est quand même important. Faut y penser. Fait que ça s'en va, l'avenir, ça s'en va vers ces genres de breuvages-là. Et moi, je trouve qu'en ce moment, les vignerons québécois, ils montent les escaliers 5 par 5 pour en niveau amélioration. Puis on va être capable de le prouver bien parce que on a 2 millésimes grandioses qui se suivent, c'est-à-dire 23 et 24, où on a des maturités partout, là. Pas juste la bouche, mais comme partout. Ça promet, là. Les gens, ils vont prendre Si les gens, ils sont un peu curieux, ils vont en avoir pour leur argent. Vraiment. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens aussi, en tout cas, peut-être depuis qu'on a Saucette, moi j'y crois, là, mais de gens qui changent leur fusil d'épaule en disant comme, OK, ben oui, les vins québécois, c'est délicieux. Puis nous, même nous, on va au resto, tu sais, moi, souvent, je vais commander un vin québécois s'il y en a un sur la carte, puis je suis contente de faire découvrir aux gens avec qui je suis à table aussi, tu sais, c'est vraiment le fun. Moi, j'y crois vraiment beaucoup, là. Il y a comme un mouvement aussi de vignerons passionnés. Il y en a des nouveaux, tu sais, on a un client ici, là, qui vient de s'acheter un vignoble à l'île d'Orléans, puis il a envie de se lancer, tu sais, dans ça, puis il y a les étoiles dans les yeux. Je sais pas son nom, je me souviens pas. On tripe parce qu'on a suivi ils sont venus, lui puis sa blonde, après avoir visité 2 vignobles. Puis là, il hésitait entre les 2. Puis récemment, il est revenu, puis il nous a dit qu'il avait choisi celui de l'Orléans, puis il déménage bientôt. Mais j'oublie son nom. Alexandre? Non? Oui. Oui, tu le connais? Ouais. Ariane, sa blonde, Ariane, oui. Ça, c'est des amis. Ouais. Non! Ah! Ben là, ça, c'est génial! C'était aussi pour ouais. Ben, tu vois, lui, Alexandre, on lui a dit, là, tiens-nous au courant, écris-nous, puis dès que vous avez une page... Il vient des Îles-de-la-Madeleine. Oui! C'est lui! Mon Dieu, quel couple attachant! Ouais. Ben, tu vois, on aime déjà ses vins, puis il n'y en a même pas encore. Il n'a même pas encore commencé à cultiver sa vigne. Il devait planter aux Îles-de-la-Madeleine, mais on s'était manqué, là. Je devais aller faire un peu de consultation pour la plantation. Il y a pas de vignoble aux îles? Ouais. Oui? C'est qui? Je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais il y a un vignoble, hein. Peut-être 2, 1 ou 2. Un. OK, excuse-moi, je t'ai coupé. Fait que, c'est parfait.
Mais j'avais comme plein d'idées de plantation, genre sur des cépages. En tout cas, ça n'a pas marché là, mais je l'ai encore dans ma tête, le projet. Puis j'ai comme... Tu sais, les vins d'île, c'est particulier. C'est parmi les meilleurs vins du monde, les vins d'île. Il y a un univers unique. Et c'est tempéré par l'eau. Donc, la saison végétative est différente. C'est pas le même rythme que... Eux, ça se gèle pas avant genre Noël. Oh non? Puis après ça, c'est fait fret. Mais ça gèle pas avant, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose... Saison, ouais. Il y a des endroits à trouver là, pour planter des raisins. Puis, en tout cas, j'avais comme plein de... C'est intéressant. Ouais, pour bloquer des vents dominants, j'avais pensé faire des petits murets de coquillages. Ah ouais. Ça arrête jamais dans ta tête, hein? Non. Est-ce que tu dors? Ouais. Tu dois dormir dur aussi. Ah ouais. La bouche ouverte. Est-ce que tu rêves à des projets pendant la tout nuit? le temps. Ça n'arrête jamais. C'est fou. Pour reposant. C'est pour ça que je bois beaucoup. Ça me détend. Sinon, ça spinne un peu d'un bord puis de l'autre, hein? Ben, en tout cas, tous tes projets sont toujours... Puis c'est beau parce que tu as plein de projets, mais ils ont tous une mission, ils ont tous un lien. Et c'est ça qui est trippant, puis qui est comme attachant encore plus de ta personne, parce que t'es vraiment t'es un être complet au niveau du vin, comme on le disait. Un vrai caniche suisse. Un vrai caniche suisse. Mais t'es un être complet en tant qu'humain aussi. On aime beaucoup le caniche suisse. Non, mais c'est pas ça, j'ai dit caniche suisse. Ça, c'est l'autre appellation qu'on a de... OK. Mon chum va vraiment rire quand tu vas entendre ça. J'adore. Okay. C'est très drôle. C'est très drôle. Mon moment émotif, comme elle était scrappée. Désolée. Là, je sais plus où m'en aller avec ça. Mais j'avais full émotion aussi. J'étais comme en train de rire puis j'étais touché. Ça se servait? Non, tu disais que tout ça a un lien ensemble, que tous les projets... Oh oui, tous tes projets. Mais c'est fou, tu sais, t'es vraiment une personne que tout le monde mérite de connaître. Merci. Parce que c'est vraiment, on est super contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Puis je pense qu'on va en refaire d'autres, puis on va certainement faire des événements avec toi. Ça fait trop longtemps, t'étais un des premiers en fait, je pense que t'es le premier. Ouais, on avait le premier Ouais, événement. on a été le premier événement. Hey, on était tout jeunes, là. Ah, On venait d'ouvrir, un là. mois. Ouais. On venait d'ouvrir. On a mangé des huîtres avec toi. On a mangé des huîtres? Ouais. Ben, c'était pas lors du... c'est quand t'es venu, C'était en fait, avant, faire la ouais. dégustation. Ouais. Mais après ça, on a fait un atelier avec toi et tout, mais ouais. Il faut refaire ça. Ah, quand vous voulez. Je suis toujours là. J'habite pas loin. T'es toujours partant, en plus. C'est Ben, fantastique. c'est le fun parce que faire des événements, c'est l'occasion de parler puis d'avoir un auditoire qui a envie d'entendre l'histoire. Puis puis de renforcer nos liens. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est une des clés du succès Parfait. aussi. Ces liens-là, en fait, c'est beau. Ouais. Nous, la dose d'amour qu'on a puis qu'on ressent, mais ça, ce lien-là, c'est là où je pense que ça va nous amener aussi à démocratiser, à amener les gens à aimer le vin québécois aussi, puis à être fiers. Faut être fier de ce qu'on a. Mon Dieu, on a tout pour être fiers. Faut s'inspirer des Américains là-dessus, pas sur, Ouais, pas juste sur- là-dessus. Mais ça, Désolé, c'est un mauvais sujet, mais tu sais, proud of being American, il faudrait qu'on l'aille un petit peu plus dans notre ADN, une petite affaire plus, genre d'être fier de ce qu'on sort, autant par les légumes, les poissons. Tu sais, en ce moment, les gens, ils s'engagent pas. Eh bien, les fruits de mer, ils s'en vont tout s'en va à l'export. Les tarifs sont rendus ridicules. On n'a plus accès à notre matière première. Les gens, ils s'en foutent. Personne veut. Parce que, genre, il n'y a pas de mise en valeur, il n'y a pas de fierté. Parce qu'il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de mise en valeur. C'est comme ça. Ouais. Okay, il faut réinverser la tendance puis faire comme on produit des grandes choses ici. Même musicalement, il y a énormément d'artistes ici. Des gens très sensibles. Puis il faut en être fier. Puis il faut. C'est beau, ce que tu dis. Mais c'est vrai, non, mais même le niveau de cuisine au Québec, tu sais, dans les restos, c'est haut. Le niveau de la sommellerie, c'est haut. La créativité musicale, c'est haut. Tout, il y a un niveau average sur plein de choses sensibles très haut. Mais c'est comme si, pour nous, ça avait pas tant de valeur. Tu sais. C'est pas...
Tu sais, C'est plate. Ouais. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on a de la valeur ajoutée partout. On devrait tellement être plus fiers de ce qu'on est puis ce qu'on fait. Puis se battre puis pour se notre battre. culture, Ouais. puis pour se défendre notre culture. Tu sais, nous, je l'ai appris avec les Géorgiens. Eux autres, c'est 3,5 millions d'habitants. Petite bande de terre frontalier avec la Russie, l'Ukraine, l'Arménie, l'Azerbaïdjan puis la Turquie, ça brasse. Ils ont leur alphabet, ils ont leur langue, leur culture, puis c'est intouchable. Puis on a quelque chose à apprendre de ces genres de cultures-là, que eux ils vont battre pour. Non, il y a personne qui va m'enlever. C'est nous, c'est notre culture à nous. Puis ça n'a pas rapport avec le français ou l'anglais, c'est pas ça. Notre identité, notre culture, faut mieux se l'approprier et y faire une plus belle place, puis être fier de ce qu'on fait. On a toutes les raisons de l'être, vraiment. C'est ça. Je pense que c'est un beau mot de la fin. On se laisse. C'est ça. Ouais. Merci. Merci. Merci, à vous. Steve. Moi, je veux aller chercher mon câlin. Hey! Youpi! Ah, merci tellement.